Alors pour la cyberconvention, pour notre table ronde sur je vais bien dire le titre, l'autre dans l'écriture d'un jeu de rôle, bah, déjà on est super content que vous soyez toutes et tous là. Du coup, bon, c'est «animé» entre guillemets par moi, du coup Eden Rollist. Je suis prête plume dans le domaine du ludique et du jeu de rôle et aussi, bon, je fais plein d'autres trucs. Je suis rédactrice chez des mini dessins, je fais de temps en temps des conférences et cetera et du coup, j'ai la chance, franchement, j'ai la chance d'avoir, avec moi pour cette table ronde, Aitouyami, Naïterion et Grenadine. Franchement, je suis beaucoup trop contente que vous soyez toutes et tous là. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Je sais pas, on peut peut-être commencer du coup par l'ordre que j'ai, Aitouyami, vas-y. Donc, moi, c'est Eito Yami. Pour faire dire les choses très simplement, je suis, on va dire, auteur de jeux de rôle, enfin, petit auteur, voilà, j'aime bien en écrire, j'aime beaucoup en faire et ouais, pour me résumer, je dirais que je suis un grand passionné de narration, entre autres et notamment dans le jeu de rôle. Voilà. Nickel, merci. Vas-y, Naïterion. Ah, à moi? OK, donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous, et bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Moi, c'est Naëtherion, créatrice, et youtubeuse, vidéaste, monteuse, tout ce que vous voulez, de jeux de rôle de manière générale. Docteur en sciences, sociales, principalement autour donc de la science du jeu, que j'ai vraiment focus dessus, en rapidement, en 2016, j'ai lancé une chaîne YouTube où je parle de tout ça, puisque dans mes bibliothèques, c'est très bien, dans votre tête, c'est encore mieux. Donc voilà, depuis, je fais que ça. Je développe différents types de contenus, d'outils, de méthodologies, d'aide, pour petit à petit de plus en plus tourner sur ce qui fonctionne le plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire du lore Donjon Dragon, des mécaniques de jeu, de la présentation de livres, etc., etc. Et de temps en temps, je reviens à mes premiers amours où je vous tape une vidéo de 25 minutes d'explication bien ardue sur les concepts de masques, notamment, et autres, anthropologie, sociologie, etc. Du coup, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vous fais les courbettes et je passe le flambeau au suivant ou à la Vas-y, suivante. vas-y. Eh bien, moi, je suis Grenadine, je suis créatrice, dans plusieurs médias, on peut dire, multimédia même. De manière très rapide, j'écris, je fais du montage, je fais des vidéos sur YouTube et voilà, concrètement, je vais faire de manière très succincte, c'est juste ça. J'aime créer, donc je crée. Nickel, nickel. Alors, c'est dimanche, il est 18 heures, donc c'est une table ronde assez sérieuse, qui parle quand même de l'autre dans l'écriture du jeu de rôle. Donc des fois, on va parler de sujets assez sensibles, mais bon, vu qu'on est, comme je dis, dimanche 18 heures, on va quand même être dans la bonne, vibe. En plus, on est tous un peu fatigués et c'est parfait. Du coup, on va beaucoup rigoler malgré le sujet, mais ça sera juste pour détendre l'atmosphère, que ce soit, très cool et agréable pour vous. Du coup, qu'est-ce que j'entendais moi dans l'écriture d'un jeu de rôle? En fait, on parle souvent, des autres, comment ils sont perçus et cetera. Rien, parce que nous vivons dans une société. Je vous apprends une chose et dans le jeu de rôle, c'est pareil et on se rend pas compte, mais déjà le jeu de rôle met des codes, dans sa façon, comment il est écrit, comment, l'autrice l'écrit et c'est pour ça que je voulais en parler et donc voilà. Donc si vous voulez, on peut déjà passer à la première partie. Je voulais parler des races, des clans et des personnages non masculins dans le jeu de rôle et parler d'abord de l'écriture des races et la géopolitique, dans le jeu de rôle. Est-ce qu'elle est saine? Heu, Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout à force d'écriture, de lecture plutôt, pardon. Quand on choisit ses lectures, on tombe, franchement, en ce moment, je tombe sur des choses très saines et très bien faites, qui sont presque des critiques de notre société actuelle, mais abordées de façon en mode, nous, on fait quelque chose de sain et de doux. C'est très cool, mais c'est pas forcément toujours le cas et je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et C'est pas vas-y. grave, pas de souci, pas de souci. Allez, je vais push le mouvement derrière. Pour l'écriture, en fait, des espèces, puisque évidemment, c'est un truc dont j'avais discuté, notamment avec Atlas, qui est là d'ailleurs dans le chat. Le concept de race étant hyper connecté, il faut un peu développer le propos derrière sur l'aspect de culture, de communauté, également d'histoire. En fait,
le concept général dans le concept de fantasy, puisque souvent la race revient dans l'univers de l'imaginaire comme la fantasy, même quand c'est de la science fantasy, à la manière Shadowrun, hein, évidemment. Mais une fois que en fait on doit comprendre ces concepts-là, et du coup pour la préparation et pour l'écriture, il faut également savoir si l'on parle d'une espèce, est-ce qu'on parle d'une race en tant que telle, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, race des chiens, race des chats, race de chameaux, de dromadaires et de girafes. Oui, mais c'est important de le distinguer. Là où, par exemple, le concept de base était venu d'une forme d'écriture où, en fait, on mélangeait à une époque, on mélangeait culture, développement, sociologie, etc., sous le même concept de race, hein. Donc, je préfère parler d'espèces. Donc, voilà, dans l'écriture des espèces, tu posais donc vis-à-vis de leur géopolitique, développement, etc. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération, en tout cas de mon point de vue, puisque une même espèce, une même branche, par exemple, je vais lâcher les mots qui vont trigger la moitié des gens, mais de Donjons et Dragons, bien évidemment. Il fallait parler du Monopoly ce soir. Voilà, je me casse, j'en Ah, ai marre. c'est obligé de toute façon, hein. C'est C'est obligé de compliqué lui pour casser moi toutes les de règles au début donc c'est Non, non, mais compliqué pour c'est moi très bien. de C'est un jeu qui marche bien, donc nous t'écoute. c'est compliqué pour moi de ne pas parler quand même du plus gros jeu qui ait jamais été créé à ce niveau-là, sans évidemment les tropes qui sont liées à lui, l'évolution, le développement. Mais évidemment, voilà, j'en parlerai. Les flip tables vont commencer. Mais c'est pareil, donc par exemple, dans le lore des Royaumes oubliés, en Faerûn, pour ceux qui ne le savent pas, il existe plusieurs. euh, sociétés d'elfes qui existent. On va parler évidemment donc les elfes solaires, on va parler évidemment les hauts elfes, les demi-elfes. On va parler aussi ce qu'on appelle les drôs, les elfes à la peau d'ébène, considérés comme les elfes noirs pour plusieurs raisons. Et en fait, ce qu'on pourrait appeler de race elfique, en fait, est composée de plusieurs structures et sociétés différentes en tant que telles. Et en fonction de l'endroit où est-ce qu'elle s'est développée, en fonction de l'histoire qu'elle a connue et du rapport sociologie, histoire, développement, en fait, au rapport à l'environnement, à la géographie également, fait que bah, chacune d'entre elles a eu des spécialisations, des feats, donc des maîtrises ou des intérêts culturels ou militaires ou économiques différents. Et du coup, c'est important quand vous écrivez, enfin, moi en tout cas, quand j'écris quelque chose, que l'on veuille ou non respecter ces tropes-là, hein, que si on veut, par exemple, faire une race ou une espèce de créature en tant que telle, et par exemple, vous créez un nouvel univers, moi je fais attention aussi à la symbolique et à l'ampleur que ça peut prendre à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes dans une écriture, moi, ce que je dis toujours, connaissez les codes. C'est important de comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on va. Sachez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et moi, à l'heure actuelle, quelque chose que j'ai découvert hier encore, j'ai regardé la roue du temps, enfin, les 4 premiers épisodes. Et je trouvais en fait que aborder en fait les différentes espèces à travers en fait ces changements qu'il y a et ces codes-là, on parle vraiment ici plus de représentation, puisqu'il y a eu un gros effort en termes de représentativité dans cette série. Et ben, moi, ça me fait plaisir de ne pas tomber éternellement sur les mêmes types de nains, les mêmes types d'elfes, les mêmes types d'orques, etc., etc. Et ce qui a été le cas dans plein d'autres œuvres notamment dans la fantasy. Est-ce que je me suis éloigné de la question? Tout à fait. Mais bah, en vrai non, ça va et puis c'est vrai que tu as fait relever un truc, tu vois? J'ai fait exprès, dans le titre de mettre race, clan et personnage masculin. Race dans le sens où, déjà rien que ce terme est problématique parce que race a été de base utilisé pour parler justement de tout ce qui est espèce, de personnes d'une autre culture et cetera. mmh On le ressent énormément surtout dans le medieval fantasy forcément, mais c'est vrai que souvent on ouvre, je dis souvent, pas tous, mais on ouvre un bouquin de medieval fantasy, création de personnages, race, elfes, nains et tous les autres et bon déjà utiliser le thème race pour ça, c'est problématique et c'est pour ça que je voulais en parler, mais déjà, c'était vachement cool et ouais, niveau de la géopolitique pareil, moi, un truc que bah, ça, on en parlera après. Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Grenadine et Aitoyami? Parce que je sens que j'ai débordé sur, la deuxième question. Aitoyami, tu veux peut-être dire un truc? OK, bah, je me lance. Bah, déjà, c'est très intéressant de tout ce qu'a expliqué Naëtherion, c'était très pertinent. En fait, à ça, j'ajouterais que, en fait, ce qui p enfin, par rapport à la question: «Est-ce que c'est sain ou non?»
Bon, la réponse pour moi, c'est tout dépend de comment on le fait, tout dépend de comment c'est abordé et tout dépend, on va dire, de ce qu'on veut raconter avec, je dirais. Par exemple, par exemple, moi, par exemple, quelque chose qui a tendance à me trigger, c'est quand on rapproche dans un univers de fantasy à une race des stéréotypes et dans lequel, en gros, on va enfermer tous les personnages, en fait, qui vont être dans cette race-là et ça, je trouve ça dommage parce que, en fait, je trouve, notamment la fantasy, ce qui est bien avec la fantasy, enfin, de base dans la création, c'est que, pour moi, quelque part, c'est un peu un reflet enfin, on peut facilement faire un reflet, on va dire, de notre monde à nous, actuel. Où la fantasy permet de faire des choses différentes et des fois, ouais, ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, dans une création, on va reproduire des erreurs qu'on fait dans notre monde à nous, au final, dans un monde fantastique et je trouve ça un peu dommage, en fait, de pas profiter du coup de l'aspect fantasy pour justement essayer autre chose. Moi, je rebondirais sur une idée là-dessus. C'est parce qu'on parle beaucoup de la fantasy, mais la SF a exactement le même problème. Pour le Mmh. coup, je sais qu'un des plus gros reproches qu'on peut faire à la SF, c'est que la SF adore faire un truc, c'est utiliser, du coup, les espèces, du coup, différentes, intergalactiques, pour simuler le racisme, dans ces thématiques et en fait, on remarque très souvent que c'est totalement à l'ouest, qu'en fait, ça il y a une espèce de vouloir reproduire, en fait, cette, discrimination-là, mais ça passe pas du tout, en fait, par, ce que nous, on utilise réellement pour nos discriminations, nous, notre racisme humain et du coup, en fait, c'est pour ça, finalement, quand on dit: «Est-ce que c'est sain?» et cetera, effectivement, ça dépend des usages, mais en fait, très rapidement, on arrive sur une espèce de boucle où même quand on a envie de bien faire, il y a souvent qu'on est à côté de la plaque et je n'ai pas de réponse à donner par rapport à ça, je soulève juste ce point. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Medieval Fantasy parce que, bah, on a parlé forcément de El Famoso Donjons et Dragons et forcément c'est du Medieval Fantasy, mais pour tous les Oh! genres, hein. Même des genres même d'autres genres, hein, l'Apocalypse, même des jeux de rôle qui se passent un peu plus sur le réel, il y a toujours ce souci-là, Mais ça dépend surtout de comment les choses sont traitées. C'est ce que ouais. relève Grenadine et qui est très important. C'est que finalement, tu peux rester dans les grands classiques de les elfes, ils aiment pas les nains et ils aiment bien se bagarrer parce que voilà. Mais si tu vas un peu plus loin dans ta réflexion et que tu abordes la question un peu de manière un peu plus correcte, ben tu vois que la symbolique, par exemple, de ces deux espèces, pour reprendre voilà, ces grands exemples, hein, puisque l'autre soir, j'ai eu encore le droit de voir des andouilles mélanger tout et n'importe quoi. Euh, Par exemple, bah, les elfes symbolisent en fait les enfants venus de la Lune et les nains, les enfants venus de la Terre et la Lune s'opposant, puisque le ciel et la Terre s'opposent par définition. Et du coup, il faut une entité comme un être humain qui soit beaucoup plus fluide, qui puisse venir de plusieurs bagages différents pour les relier ensemble. Et du coup, en fait, en termes de symbolique, quand vous créez des espèces différentes, eh ben, il faut aussi comprendre les interactions qu'ils ont ensemble. Et juste dire ils sont condescendants ou les autres sont acariâtres, c'est beaucoup trop facile et retomber là-dedans. Mais si vous abordez la question de manière beaucoup plus noble, je veux dire noble dans le sens où de manière un peu plus réfléchie, il y a moyen d'aborder la question sans rentrer dans le classique, comme on disait là tout à l'heure avec la science-fiction. Oui, c'est pour parler des différences dans la société. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et même si ça a déjà été abordé de manière différente sur dans plein d'œuvres, il y a moyen de le faire encore avec un regard nouveau. Et là, on arrive à la grande question de la déconstruction des codes. On va trigger de nouveau la moitié d'Internet. Mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, la déconstruction, à, par exemple, reprendre les codes d'un Pratchett pour comprendre l'univers qu'il a développé, ou de prendre un Herbert et de capter ses codes, permet d'aborder les mêmes questions et peut-être avec un cadre beaucoup plus moderne si on veut, par exemple, réécrire de la SF à la manière Herbert ou Jordan ou Sanderson, ou enfin pour ceux qui connaissent un peu les grands auteurs. Voilà, il y a moyen en fait de capter une approche même qui est régulière et récurrente dans les mêmes sujets et de le faire de manière différente avec un autre regard. Et c'est l'importance et de laisser la place à des gens
différents, qui ont des approches différentes, d'avoir par exemple des représentations, ou en tout cas la possibilité d'avoir des gens qui sont marginalisés, qui sont racisés, qui sont tout simplement qui font partie de la classe qui n'est pas celle prédominante dans le milieu en question, pour pouvoir comment les choses sont approchées. C'est pour ça aussi que beaucoup d'amateurs de fantasy apprécient énormément avoir des écrits, des développements, des scénarios ou des idées qui viennent notamment d'auteurs féminines, d'avoir de personnes qui viennent avec des bagages culturels qui soient afro-américains, qui soient tout typiquement africains, orientales, etc. Parce qu'en fait, les codes, les conceptions et les approches de la même question sont différents. Et du coup, il y a un lien entre le bagage culturel de la personne et l'œuvre qu'il veut proposer. Et du coup, le regard et le changement se fait également à ce niveau-là. Du coup, ces mêmes questions de la différence au cœur d'une même société, de qui on est alors qu'il y a plein de gens différents autour de nous. La question d'être un parmi des milliards à travers les étoiles, c'est un peu la question finalement dans le fond de Star Wars. C'est qu'est-ce que c'est être quelqu'un alors que toi-même, ta conception de soi, c'est rien du tout par rapport à la globalité du monde. Ce poids-là aussi peut être une bonne façon de développer la réflexion. Donc oui, c'est intéressant de continuer encore à parler des mêmes sujets. De toute façon, hein, ça peut jamais faire de mal de rappeler certaines bases, hein. Il y a des jeunes générations qui n'ont pas eu ces réflexions-là, en tout cas qui n'ont pas été amenées à avoir ces réflexions-là, que nous avons connues en 20, 30 ans, 40 ans d'existence. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, que maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont amateurs et amatrices, des personnes qui écrivent les personnes qui écrivent des scénarios, c'est des personnes concernées comme des femmes, comme des personnes, afro-américaines et cetera et cetera. Et c'est vrai que je pense que c'est dans ces situations-là où vraiment l'écriture, de la géopolitique, et cetera est vraiment saine parce que ça les concerne. Et après aussi on avait eu ah pardon, vas-y Grenadine, je veux que tu lèves la Non, main. ouais, ouais, en fait, c'est juste pour ajouter, moi, ça va être juste une phrase, que par exemple, le questionnement de la SF et de son rapport au racisme en utilisant les espèces, tout ça, bah, ça vient d'une communauté, racisée pour le coup. C'est parce qu'ils sont concernés et ils ont pu dire: «OK, c'est cool, vous faites plein d'œuvres, SF, en mode Mass Effect, regardez, on parle de racisme indirectement». Mais en fait, c'est pas du tout ça, les vrais rapports, qu'on subisse. Donc oui, effectivement, on a besoin de ces points de vue, concernés. Exactement et j'avais eu la discussion justement avec Aitoyami, du fait que, comment écrire quand on n'est pas concerné, mais qu'on a quand même envie d'en parler justement pour défendre ces personnes. Des fois, on peut pas mal faire parce qu'on le fait maladroitement, parce qu'on n'a pas encore tous les codes et c'est vrai que, comment dire? Généralement quelqu'un qui a une bonne intention, mais qui le fait mal, apprend généralement de ses erreurs et corrige ses erreurs. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien comment ça s'appelle? Le concept de sensitive reader. Désolée, mon accent est très nul en anglais. Du quoi? Heu, C'est parfait. le C'était parfait. Comment? Quelle idée? J'ai pas compris. Non, Vas-y excusez-moi, Grenadine, tu voulais excusez-moi, je suis dire un insupportable aujourd'hui, m'en voulez pas. non Comme mais t'inquiète, je t'ai dit, c'est la bonne vibe, tu peux être insupportable, de toute façon on t'aime comme ça. Vas-y Grenadine, tu voulais dire un truc? Oui, mais j'ai oublié, parce qu'il y a eu OK, une petite intervention entre temps, désolé. t'inquiète, je suis désolé. Ce qui est important en fait là-dessus, et donc le temps que tu te souviennes peut-être de tes idées. En fait, vous pouvez parler de choses que vous n'avez pas spécialement connues ou en tout cas approchées, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la phase de recherche. La phase Oui, de recherche est très importante quand vous voulez parler de choses que vous ne maîtrisez pas ou que vous pensez maîtriser, mais que finalement ce n'est pas le cas. Beaucoup d'auteurs, d'autrices ou même de scénaristes, et j'en connais quelques-uns maintenant avec le temps, la phase de recherche représente 80% du temps. Parce que totalement. si on veut parler d'une période spécifique de l'histoire, il ne faut pas se contenter d'un magazine ou d'un truc ou d'un film que vous avez vu, parce que vous avez l'émotion, c'est très cool, mais allez-y, allez vous renseigner, allez développer là-dessus pour être le plus factuel possible avec les sources qui sont à votre disposition. Parce que si les sources à votre disposition sont datées ou ne sont plus à jour et que plus tard, finalement, quelqu'un vous dit non, mais dans tel autre élément, dans tel autre élément, il y a ces réalités-là, du coup, ce n'est pas une remise en question de votre travail, c'est une remise en question des sources en tant que telles. Et du coup, votre travail peut également évoluer, mais la phase de recherche reste la plus importante. Même si vous ne Totalement. maîtrisez pas la question d'interpréter un personnage d'une autre espèce, d'un autre genre, d'une autre orientation, peu importe, d'une autre croyance, renseignez-vous, posez des questions.
c'est toute la différence en fait. La manière dont sont approchées les choses, la phase de travail et la sincérité que vous apportez dessus fera toute la différence. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des connes, c'est vrai, mais de Toujours. manière générale, les codes, on sentira quand vous essayez de faire un truc facile, en mode genre, oui, j'ai lu 2 pages et demie d'un blog obscur et je vais me rapporter là-dessus. Après, ça se trouve, ce blog, il est très bien, hein, je dis pas le contraire, hein, mais si ça se trouve, il n'est pas très bien non plus, il n'est pas très bien référencé. Du coup, aller recouper les sources, c'est la base vraiment si vous voulez développer une espèce, une race, un endroit géographique, comment les choses évoluent. Renseignez-vous. C'est vraiment un truc, c'est souvent ça qui est le plus chiant, le plus difficile quand vous écrivez quelque chose, un scénario, un jeu, parce qu'en ce moment j'écris beaucoup de jeux. Vous renseignez-vous et je renvoie la balle maintenant à hop là. Ouais, moi, je veux juste, en fait, je vais faire une phrase de conclusion que j'ai piquée à des amis militants. Mais en fait, je vais juste reprendre tout ce que tu as formulé en une phrase que si vous devez retenir, c'est que sans investigation, pas le droit à la parole. Moi, je Mais considère que c'est ça, plus qu'être concerné, en fait, et surtout, le fait d'être renseigné, en fait, avant de prendre la parole sur quelque chose. Donc voilà, en fait, quand vous écrivez, gardez cette phrase en tête: «Sans investigation, pas le droit à la parole», donc Mhm. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ça, c'est que je pars du principe que avoir envie de parler d'un sujet un peu compliqué, dans lequel en fait on n'est pas directement concerné, mais on voit qu'il y a un problème, déjà je trouve que c'est une belle démarche et Mmh. j'allais dire qu'on peut faire des erreurs. Voilà, ça peut arriver, je veux dire, on a envie de bien Évidemment, évidemment, faire le droit à l'erreur existe. et même si on a, c'est-à-dire plus ou moins tout mis en place, on peut être maladroit, on peut quand même mal faire, mais j'allais dire que pour moi le plus important quand on a fait une erreur, c'est juste d'être prêt à revenir dessus en fait. C'est C'est-à-dire ça. que si on a ce qu'on a fait en fait, ça les a touchés et on va nous faire des remarques, il faut essayer de comprendre en fait là où on a gaffé et une fois qu'on a compris, bah, l'idée c'est qu'on va pouvoir faire mieux derrière en fait. C'est Et ça c'est que ce je trouve que qui est c'est ce qui intéressant dans l'écriture et dans le partage. Je suis Tout à vraiment fait. désolé, je risque de vous couper. C'est une mauvaise habitude que j'ai chez moi. Les Espagnols, on adore ça. C'est quand les gens parlent, on se coupe en plein milieu. Je m'excuse d'avance 10 milliards de fois si nécessaire. Vas-y, Grenadine, je suis désolé. Ah non, non, du tout, moi je validais juste ce qu'il disait, Bon, c'est à toi. parfait. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, du coup, tu voulais peut-être rajouter un dernier truc? Non, non, juste que j'avais C'est à bon? dire. Bah, du coup, on va passer à la deuxième question de cette partie-là, c'est le racisme, la misogynie, la soumission, moyen de critique ou de catharsis? Alors, quand j'ai mis ça, heu, comment dire? Alors ça dépend forcément des jeux et de la personne qui l'écrit surtout Voilà. et par exemple, il y a certains bah, on va par exemple reparler de SF, hein, je vais reprendre l'exemple de Grenadine, mais il y en a certains, c'est on va dire, c'est une forme de critique, par exemple, parler de racisme parce que bon voilà, c'est pour critiquer telle chose et cetera. Pareil des fois ça peut arriver de catharsis, mais généralement j'aime pas du tout cette méthode. Le fait de faire exprès de mettre, il y en a, hein, je pense surtout à la soumission, il y en a beaucoup de jeux de rôle qui font ça. Il y a, Warhammer 40 000. Pardon. ben voilà, c'est dit. Pensez aussi à Vampire la Mascarade qui est un jeu de rôle pourtant que j'apprécie, mais c'est beaucoup de la soumission, l'exploitation de la soumission avec une hiérarchie et cetera. On passe à l'extrême, donc c'est plus une forme de catharsis. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est à vous de faire vos réponses, mais et donc voilà, je voulais parler de ça et savoir ce que vous en pensez. Heu, 1er ou Alors, 1re qui veut parler? Vas-y Grenadine. je sais pas, moi je vais revenir sur, enfin sur un point, je pense que Nathalie pourra me compléter vu ses études, heu, je vais revenir surtout en fait sur le concept de catharsis, parce que, ce que m'a beaucoup parlé une amie sociologue, c'est vraiment le fait que c'est très remis en question en ce moment, le fait que la catharsis existe. Il y a beaucoup de recherches en train de se faire dessus et notamment qui commencent à aller vers, l'hypothèse que, bah, tout ça, c'est un concept qui ne mène à rien. Heu et même si ça fait pas beaucoup avancer le débat de ce soir, je trouve ça assez important d'en parler en fait, que, on a tendance à accepter beaucoup de choses sous prétexte de catharsis, alors que ça ne bah, en fait, ça ne fait pas grand chose et il y a pas vraiment cette reproduction, il y a pas vraiment de manière de se lâcher à travers une œuvre de fiction et si Matérian, tu as quelque chose à rebondir, Ça y est, avec plaisir. ça va être ah ah, j'ai la carte. Ah ah, attention, tu es tombé. Bah, pour le coup, tu es la personne qui Tu as sûrement activé ma carte la plus piège. compétente entre nous, donc pour le coup, je préfère donner la parole à quelqu'un de compétent que Alors, je suis pas trop au courant en termes de vraiment tout ce qui tourne autour du concept de catharsis parce que, en ce moment, j'ai pas non plus 36 milliards de temps à me remettre à jour à ce niveau-là. Mais en effet, l'utilisation, comme tu disais,
le moyen critique, la catharsis, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres évidemment, mais ça dépend comment les choses sont amenées. Ça dépend énormément de la volonté derrière. C'est comme on disait sur la première question, ça dépend comment les choses sont amenées. Oh mon Dieu, il y a un chien! Il est trop adorable. Je me reconnais. Il vient de se prendre un petit coup dans la tête, donc Pardon, je suis désolé. Et en fait, la manière dont les choses sont approchées, alors bon, tu parlais de Vampire la Mascarade là tout à l'heure, avec la question de soumission, avec l'ordre établi. Il y a la même chose vis-à-vis du fanatisme. Je l'avais lâché en mode drop the bomb, mais Warhammer 40 000. Surtout Warhammer 40 000, hein, qui a encore une fois bien fait parler de lui dernièrement. Le moyen critique et là, oui, mais on fait ça pour essayer de jouer sur le second degré. Il est très, très vite dépassable à plein de niveaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre un gars qui te sort, ou une meuf, mais c'est principalement des gars évidemment, qui te sortent des énormités, des sorties de route majeures, et ils disent non, mais c'est pour rigoler, non, mais vous n'avez pas compris, parce qu'ils se rendent compte en fait qu'ils ont dit c'était une grosse connerie, que ça va leur revenir dans la gueule. De nouveau, il y a un autre concept derrière qui n'est pas juste d'avoir un moyen critique, mais là, c'est de nouveau la peur, la soumission qui fait que la personne essaie de récupérer le truc derrière. Du coup, en fait, le moyen d'exprimer, on pensait que c'était une bonne idée à la base, mais finalement, on se rétracte derrière en disant c'était du second degré. L'écriture, elle est très sensible là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments à apprendre, à comprendre derrière. C'est très important quand quelqu'un voit une licence, un livre ou quoi que ce soit, de comprendre aussi ce qui entoure son auteur. Ne pas différencier l'œuvre de l'artiste. C'est important dans certains cas de pouvoir les apprécier l'un ou l'autre ou apprécier les deux. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pouvoir aussi se remettre en question pour remettre en question l'œuvre en tant que telle. Moi, il y a plein de choses dans les vieilles éditions. Je suis désolé, je vais parler de jeux de rôle parce que c'est la CyberCon, on va parler JDR. Il y a plein d'anciennes... Non, on va parler cinéma. Mais c'est important quand je lis par exemple les anciennes, donc le OD&D, hein, le original Donjon Dragon, le Advance ou l'Advance 2e édition, etc., de comprendre aussi la mentalité de l'époque, l'équipe qui est derrière, le développement, le gameplay, le design, l'approche qu'il y avait vis-à-vis de ça, quels sont les impacts, etc., pour comprendre qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Et que maintenant, même si une entreprise comme Wizards of the Coast qui a rechangé toute son équipe sur la 5e édition, il y a tout qui a été remis à zéro avec des gens beaucoup plus positif que ce qui n'a jamais été fait, eh ben, il n'empêche qu'il y a encore un héritage très présent. C'est un truc que je vais aborder dans moins de 24 heures sur ma chaîne, mais c'est un truc qui est très important à tenir à l'œil. Quand vous êtes face à une licence Vampire la Mascarade, quels sont les codes derrière? Quels sont les principes? Parce que jouer sur la catharsis en disant oui, mais c'est pour expurger ses pulsions, même si la théorie doit être développée, qu'on soit d'accord, Grenadine, si toi et moi on pourra en discuter, 95% des gens derrière ne connaîtront de la catharsis que la base et ne verront pas le développement. Et on ne leur demande pas d'être des experts. Les gens ne leur demandent pas d'être des experts sur tout et n'importe quoi, mais au moins être sensible à ce que vous présentez aux autres. Question d'empathie, question de remise en question. C'est normal. Vous jouez, moi je pourrais jouer à Warhammer 40 000, je pourrais jouer à Warhammer Fantasy, je pourrais jouer à Vampire, à je sais pas moi, c'est quoi le jeu de l'autre là? Attends, c'est Antéchrist? Non, un truc comme ça, un jeu qui vient d'un groupe de métal assez ouais, borderline. de Batro. Oui, c'est ça, de Batro. Je crois que c'est Antéchrist. Ça me dérange pas. C'est à partir du moment où je comprends. Rotten Christ, voilà, merci. Voilà, merci. Voilà. C'est pas, j'ai pas de souci avec ça parce que chacun il trouve son bonheur comme il veut, mais il y a aussi la question de comment les choses sont amenées, tu vois. Et ça, c'est très, très, très différent de juste dire ah mais c'est le meilleur jeu de tous les temps, jouez-y, tu vois. Ah. Donc le racisme, la misogynie, le principe de soumission et de tout ce qui tourne autour. Je suis vraiment désolé si je prends tout le temps de parole. Hein. Vas-y. C'est super important de comprendre dans quel cadre il a été fait et pour quelles raisons il a été fait. Et que ce soit un moyen critique ou une utilisation de, par exemple, le fameux Spellbound qu'on m'a conseillé de long en large, donc le jeu de rôle Warhammer Fantasy Age of Sigmar, qui est en mode un espèce de high fantasy complètement assumé, qui est en mode genre, ok, on va faire venir des pouvoirs des dieux, on va écraser des trucs comme ça.
ben, il faut comprendre aussi dans quelle mentalité il a été fait. Si c'est pour faire un espèce de purge cathartique, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamentalement engagé pour critiquer quelque chose? Parce que dans ce cadre-là, on a d'autres questions qui se posent. Moyen critique, ok, mais vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quelle question? Quelle est la mentalité de l'équipe derrière? Ça, c'est important aussi d'aborder ces questions-là. Et j'arrête mon laïus. Vas-y, Eden. Oui, Merci. Non, là, j'ai parlé de façon alors on va parler de jeu de rôle, mais je vais surtout parler de façon, on va dire, plus littéraire. Ah, peut-être Grenadine, tu as peut-être quelque chose de plus court que moi à dire? Je sais pas. Ouais, moi je voulais juste rebondir sur un truc que j'ai vu dans le chat en fait, Ah vas-y, mais c'est qui bien du ça, coup, vas-y. retourne un peu en arrière, mais qui complète en même temps la question qu'on est actuellement en train de traiter. Mais c'est quelqu'un qui disait, écrire un univers fictif en renseignant sur le réel, donc du coup on revient un peu en arrière, mais je trouve que enfin, on est globalement dans la même question. Oui, oui, oui. C'est pas forcément possible et c'est à quoi je réponds en vrai non, parce que, ton univers, même le plus fictif au monde, a des codes, à partir du moment où tu as en fait, quelque chose qui existe hein, dans ton univers et bien, il y a quelque chose en fait, il y a une structure, il y a, de la politique, il y a de la sociologie, il y a tout ça qui rentre en jeu et même si c'est très déformé, tu peux le déformer vraiment autant que tu veux et ben, il y a quand même ça qui existe et moi, par exemple, enfin, je vais juste prendre un mini exemple de moi et je termine là-dessus parce que c'est juste une mini idée. Mais moi, j'ai passé mon année 2021 à l'écriture de mon univers pour de la littérature, et en fait, bah, concrètement, je passe mon temps à me poser des questions horribles de genre: «C'est quoi un peuple? C'est quoi une nation? C'est quoi se reconnaître à ça?» et j'en suis à là, quoi. C'est-à-dire mon univers actuellement, il y a rien parce que je suis en train de me poser des questions existentielles de: «J'ai envie de créer ça, j'adore le concept, mais comment ça existe concrètement dans cet univers-là?» alors que je pourrais juste dire: «Oui, je m'en fiche, moi mon univers ça marche pas comme ça», sauf qu'en fait, à un moment où tu en fait, à un moment, tu as envie de t'exprimer, tu as envie de créer quelque chose, peu importe que ce soit pour créer ou que ce soit même dans une session de jeu de rôle, bah, en fait, tu es dans un système qui existe, même si c'est un système fictionnel, mais qui est basé par rapport à nos connaissances, à nous, et donc il y a forcément une, inspiration du réel, même sur l'univers le plus éloigné du nôtre possible. Voilà. Nickel, merci. Qu'est-ce que je voulais dire moi déjà? Peut-être, Altouyemi, tu as peut-être quelque chose à dire? On t'a pas Ouais, beaucoup j'ai entendu. beaucoup de choses à dire même. Ah vas-y, bah, parce que je sais plus ce que j'allais dire, du coup ça va me permettre de réfléchir à ce que je voulais OK, dire, vas-y. alors, j'allais dire que, déjà, pour moi, il y a une chose qui est importante de dire, c'est que, le racisme, la misogynie, la soumission, voilà, ce sont des choses qui existent. Bon, ça, c'est un fait, on y fait face, il y en a qui en souffrent et à partir du moment, je pense, où on veut aborder ça et on va dire, mettre ça par écrit dans un jeu de rôle, pour moi, la première chose qu'il faut faire, donc toujours dans l'idée d'écriture, hein, c'est, prévenir qu'il va y avoir ces thématiques-là dans le jeu de rôle. Mmh, Voilà, ça, c'est la OK. première chose à faire. Pourquoi? Parce que, et là, je vais parler de la catharsis, c'est que personnellement, j'ai des gens dans mon entourage où je sais que, heu, ils ont vécu des situations compliquées et rejouer ces situations compliquées dans un jeu de rôle, ça les aide beaucoup, pour le coup. Parce que ça leur permet on va dire, peut-être de faire les choses différemment, ça leur permet de se re-questionner sur, voilà, des sentiments vécus. Voilà, je sais en tout cas, il y a des gens pour qui, voilà, ça peut faire du bien. Tout comme je sais qu'il y a des gens qui peuvent juste trouver ça amusant. Après voilà, chacun s'amuse avec ce qu'il veut, mais je pense que là, c'est bien déjà, en tout cas, dans un premier temps, de dire: «Voilà, dans mon jeu de rôle, il y a ces thématiques-là», parce que ça se trouve, ça va pas du tout leur parler, alors qu'il y en a d'autres, ils vont l'apprécier. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire et dans un second temps, ce que je voulais dire, c'est que, je rejoins un peu ce que Nathalion disait. Après, il y a toujours cette idée de comment est-ce que je vais parler de ces thématiques-là dans mon jeu de rôle? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça apporte réellement quelque chose à l'histoire, aux enjeux, à l'univers? Ou est-ce que c'est juste gratuit? C'est juste là pour, voilà, comme ça, sans aucune raison. Voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser pour vraiment se demander, en fait, si c'est une plus-value dans mon jeu ou est-ce que je le mets juste parce que, bah, j'essaie de faire comme ailleurs ou j'essaie tout simplement de reproduire ce que je vois dans mon quotidien. Voilà, ça c'est D'accord. la première chose que je voulais dire et et après la deuxième chose aussi dont je voulais parler, alors je sais pas si ça rentre spécifiquement dans la question, mais je trouve aussi des fois ça peut être délicat en fait, enfin, là je parlais plus du racisme, c'est, l'aspect où on va s'inspirer d'une
culture ou de quelque chose qu'on sait dans la vie réelle pour le mettre dans le jeu de rôle qu'on va écrire et je trouve que c'est quelque chose avec lequel aussi faut faire attention parce que des fois, on va en voulant simplement, on va dire, faire référence à une culture ou à ouais, un type de personne ou autre, en fait, on peut les blesser dans la manière dont on va aborder ça. Du coup, là, on revient un peu à ce qu'on disait juste avant, donc cette idée de des fois, juste en discuter, en fait, avec les personnes en question pour savoir comment est-ce qu'elles le prennent, comment est-ce quel est leur point de vue par rapport à ça, en fait, tout simplement. Pour voir si peut-être on va trop loin ou voilà. Je pense, ouais, ce qui peut beaucoup aider toujours, c'est d'en discuter avec les personnes concernées. Yep et bah, tu grave raison par rapport à ça. Vraiment quand vous jouez avec des n'importe quelle personne, hein, avec tout le monde, faites attention au sujet que vous abordez et demandez avant si c'est OK ou non. Ou même si vous n'avez pas pensé avant de faire le débrief et que vous voyez que la personne est mal à l'aise, tout de suite stopper et après discuter avec en mode: «Ça va?» Juste discuter. Dans le jeu de rôle, on parle, les gens vont surtout que le jeu de rôle, on l'oublie souvent, mais c'est un long. On aborde des sujets qui sont un peu, trigger warning et les gens ils disent: «Non, j'ai pas envie de jouer ça» et que les gens ils disent: «Oh bah, c'est bon, c'est qu'un jeu». Bah oui, c'est qu'un jeu, donc j'ai envie de m'amuser en fait. J'ai pas envie de subir ou de revivre des choses que j'ai pas envie de vivre. Enfin bon, je m'écarte un peu. Ce que je voulais dire aussi par rapport au sujet là, du coup, moyen critique ou de catharsis, j'ai parlé de façon un peu plus littéraire, même si ça concerne forcément le jeu de rôle. Heu Un ou une auteurice, c'est entre guillemets, «c'est pas con». Quand elle écrit quelque chose, c'est qu'il y a forcément du sens. C'est pas comme quand on fait du roleplay ou quelque chose, on peut dire quelque chose de maladroit d'un coup parce que bon, voilà, on n'utilise pas les bons termes parce que, bah, parler, c'est du spontané. Une écriture, ça se travaille. Heu, donc quand il y a du racisme, la misogynie, la soumission, quand on voit que c'est un moyen, par exemple, de critiquer ou de catharsis, généralement, bah, l'écriture est faite pour qu'on comprenne. C'est comme pour la parodie. La parodie, des fois, va utiliser des stéréotypes assez violents, mais la façon comment c'est écrit, tu comprends que du coup, c'est de la parodie et que c'est pas, entre guillemets, «du réel», même si des fois certains utilisent la parodie, vous connaissez les mauvais bails. Mais, dans le sens, un auteur, c'est pas con ou une autrice, c'est pas con. Ils Quand quelqu'un écrit, c'est même, q je reprends ce que Napoléon a dit du fait qu'on ne demande pas forcément aux gens d'être intelligents quand quelqu'un lit par exemple une œuvre ou un jeu de rôle pour après l'interpréter, on demande pas mais généralement l'écriture est assez quand même explicite, surtout dans un jeu de rôle, c'est du ludique, donc il faut que tout soit clair, net et précis. On n'est pas là pour faire des subtilités comme on peut faire des fois dans la littérature. Si c'est écrit, voilà, c'est censé être clair, net et précis, donc on voit tout de suite le ton par exemple d'un jeu de rôle et cetera, qu'on a envie de jouer ou non par rapport à ça. Et ce qui est au niveau de la catharsis, j'aime beaucoup comment tu as commencé du coup Grenadine par rapport au fait que maintenant c'est de plus en plus, on va dire, critiqué la catharsis. Alors j'ai pas suivi non plus trop l'actualité en ce moment côté ludique, mais côté, mes cours de fac dont je me rappelle, oui la catharsis ça a jamais été quelque chose forcément été une solution, on va dire. Le fait d'extirper les mauvais sentiments, les mauvaises choses. Est-ce que c'est quelque chose de bien? C'est pas parce qu'on a regardé toutes les pièces et on a lu toutes les pièces de Racine qu'aujourd'hui il y a plus d'adultère, il y a plus de massacre, il y a plus de génocide et de voilà quoi. Je trouve que Racine, entre guillemets, dans la littérature, c'est un peu un bon exemple de ce qui se fait, entre guillemets, en catharsis parce que c'est un peu le but des pièces de Racine et ben, preuve ultime que ça fonctionne pas et après la catharsis, je dis que c'est pas mauvais. Je sais plus avec qui j'avais eu la discussion là, mais le fait qu'on parlait des traumas. Que des personnes en jeu de rôle ne veulent pas revivre. Par contre, il y a des personnes qui, oui, ont entre guillemets «envie» de revivre leur trauma, je mets vraiment de très gros guillemets, hein. Dans le sens, pour, entre guillemets, se redonner une justice et revivre ce moment-là, on peut vraiment en catharsis en mode, pour le «battre» entre guillemets. Ça dépend des personnes et encore là je m'éloigne parce que je parle de roleplay et pas d'écriture, mais en tout cas ce qui concerne l'écriture, un auteur ou une autrice, c'est pas con, encore moins dans le jeu de rôle, en sachant que c'est du ludique, faut que tout soit clair. Donc on n'a pas le temps pour les subtilités dans une œuvre écrite de jeu de rôle. Après dans la façon de roleplay, d'interpréter, ça c'est aux personnes qui consomment du jeu de rôle, donc aux rôlistes, mais les auteurs et les autrices, voilà. Qu'est-ce que oui, on a dit? Moi, j'ai remonté là-dessus. Je vais encore partir, en fait, tout simplement de mes, groupes militants. Moi, je pars plutôt du principe que l'auteur peut souvent avoir tort et se révéler avoir tort sur le temps, en fait
Tout bêtement, on dit que c'est pas con et cetera, mais moi, je vais prendre l'exemple de Batro parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, pour le coup. Il a écrit des jeux de rôle que j'apprécie vraiment énormément, qui ont en plus un aspect ludique qui est vraiment très intéressant, donc je vais me permettre. Il n'empêche que quand tu joues à Mantoid Universe, tu sais pas trop, en fait, quelle est l'intention derrière, à part qu'il a voulu se lâcher et on n'est même pas sur un jeu catharsis parce que le jeu parle vraiment de tout et de rien et il y a tous les trucs les plus dégueulasses au monde et en même temps, il y a rien dans son jeu. C'est vraiment genre, une marée d'informations et je suis pas sûr, tu vois, que Batros a vraiment posé la question de quelle est l'intention derrière ce jeu, qu'est-ce qu'on va en faire et cetera. Je pense qu'il s'est juste dit enfin, à la base, ça devait être un supplément, hein, l'histoire de Manteau d'Univers, c'est que ça devait être un supplément, un mantra, un autre, de ces jeux et en fait, il est juste allé très loin dans le délire et je pense qu'il s'est juste dit: «C'est fun à jouer» et c'est vrai que, pour le coup, Manteau d'Univers, c'est très fun à jouer. Mais je connais personne qui a pu me dire à la fin, bah, qu'il y avait un intérêt derrière, quoi. Genre, c'est vraiment juste un aspect, ludique Ouais, et en vrai, les auteurs, bah, malgré tout, bah, si, en fait, ils peuvent s'avérer être bêtes, pour le coup. Ils peuvent s'avérer ne pas maîtriser leur sujet et c'est justement de ça dont on parle depuis le début, quoi. C'est ouais. que quand on dit: «Il faut faire gaffe», et cetera, il faut se renseigner avant de parler, c'est justement parce que ça existe malheureusement et il y a des jeux de rôle qui se rentrent là-dedans et moi j'ai cité Amnesia, 2K51 si je me trompe pas, qui se veut super dark, et cetera, super edgy, je veux dire ça parle de viol dès les premières pages et en fait, c'est pas du tout intéressant parce que tu sens que c'est juste fait pour choquer un peu, qu'il y a rien derrière et il y a pas de il y a rien en fait et ils se sont juste posé les mauvaises questions et parce que ça existe. C'est-à-dire que, bah, en fait, les auteurs, les créateurs ne sont pas des personnes qui sont au-dessus de tout et qui sont, quand ils font quelque chose, ça va être une voix immuable. Ce sont des gens qui ont aussi, des défauts, qui peuvent aussi avoir une mauvaise vision des choses et j'en ai connu dans ma licence de cinéma, qu'il y a des gens qui voulaient provoquer et qui disaient: «Ah bah, provoquer, on va provoquer les féministes». C'est en mode, tu touches peut-être en provoquant les femmes, c'est peut-être pas la bonne personne que tu provoques, parce que c'est elles qui subissent la discrimination. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tout ça pour dire que, je remets quand même un peu en question, cette histoire de dire: «Oui, mais les auteurs vont savoir ce qu'ils font» parce que, bah, en vrai, assez rapidement, on peut remarquer que c'est pas toujours le cas, quoi. En fait, quand je disais ça, c'est vrai que, par exemple, c'est dans le sens, quand la personne commence à écrire, comme je dis, par exemple, quand quelqu'un a juste envie de se lâcher, bah, voilà, comme, l'exemple que tu donnais, voilà, il y a pas de finalité finalement, c'est jamais on sait pas trop pourquoi, c'est l'auteur qui a voulu se lâcher. Donc voilà, quand je dis qu'ils sont pas cons, c'est pas dans le sens, ils sont ultra instruits, ils savent ce qu'ils écrivent et tout, c'est qu'en fait, ils se lâchent. Mais je veux dire, quand quelqu'un mais entre guillemets, mais vraiment du comme tu dis, les personnes qui veulent «provoquer de ouf», entre guillemets, pour rien alors qu'ils sont pas concernés, je veux dire, ils le font exprès de mettre ça pour provoquer. C'est dans le sens là, en fait, que je le disais et que je le disais et pour dire que, aussi, par rapport au ludique, par exemple, quand le moyen de critiquer, par exemple, dans l'écriture, quand quelqu'un met tel truc, soit fait maladroitement ou très bien fait ou quoi, s'il le met surtout dans un univers de jeu de rôle, c'est qu'il savait où il allait, entre guillemets, en même temps, même si c'est fait de façon maladroite et cetera et cetera. Est-ce que vous voulez continuer dessus ou je passe à la 3e question avant de passer à la deuxième partie? La dernière Heu, question qui est là pour, conclure, hein. allez, une petite blague? Allons-y, Une petite allons-y. blague avant, histoire de détendre l'atmosphère? Vas-y, on va faire une petite alors là, je viens de dégager mon copain, je suis désolée. Fous le camp, allez! Oust, oust. Je suis très nulle en blagues ou c'est des blagues, très, prout, Bah, on va c'est éviter. parti, c'est parfait, bienvenue. Alors, vous avez jamais connu les ambiances de mes streams, on va parler de prout et de caca et de non, je rigole. Au secours, l'enfer. Ça a changé la cyberconf, hein, franchement, Franchement, C'était vous mieux avez Dimanche avant. vu soir, vos c'est dimanche invités, soir. quelle honte, hein. j'ai connu les gens à l'époque, au secours. Du coup, pour la dernière, question avant de passer à la prochaine partie, c'est faut-il blâmer la pratique du réalisme dans le JDR? Comme par exemple, le fait de jouer dans un univers médiéval et de forcément mettre à 100 du sexisme à outrance, parce qu'à l'époque, oui, les femmes n'avaient pas de liberté, c'est un exemple comme un autre et déjà, est-ce qu'il faut blâmer? Oui, bah oui. J'ai dit oui dans le sens où justement c'est du jeu de rôle, c'est du ludique, c'est de l'imaginaire. Justement, par exemple dans un univers de médiéval, généralement c'est médiéval fantasy. Fantasy, il est pas là pour rien, donc est-ce qu'on est Ouais, mais obligé d'être réaliste? OK, vas-y, Je peux? priorité. Ouais, 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 ouais. Non mais tu peux, je peux. Dis-moi. OK. Je t'écoute. Moi, en vrai, j'ai plutôt envie de dire non parce que ça va dépendre de l'usage. Alors Ouais. évidemment, en fait, on a envie de répondre oui par instinct parce que la plupart des exemples qui nous viennent à l'esprit, c'est des gens qui ont fait de la merde, qui en avaient Oui, rien à clairement, faire c'est ça quand je et dis qui ça, oui. écrivent super mal.
Notamment le jeu, je crois que c'est Kingdom ouais, je sais pas, un jeu vidéo un peu nul, où il y avait justement cette question-là qui avait été soulevée et l'auteur fait: «Je m'en bats les couilles». On était en mode: «Merci». Mais pour le coup, en vrai, je pense que ça peut être pertinent, en fait, d'avoir cet usage-là «réaliste» entre guillemets, mais dans un jeu qui en joue et là, c'est le moment où je regrette, de pas avoir poussé mes recherches avant, parce que je sais qu'un jeu existe, mais que je m'en souviens pas, où on joue notamment des femmes, qui sont opprimées dans un milieu vraiment, oppressif, pour elles, un milieu sexiste parce que d'époque et cetera. J'ai plus vraiment le contexte en tête, je suis désolé, je sais juste que c'est un jeu qui existe et j'ai pas mon disque dur avec les jeux de rôle dessus, donc je sais plus. Mais où typiquement on joue là-dessus, que le fait qu'on soit dans un «réalisme» entre guillemets, ouh là, je vais avoir du mal à parler, pour jouer en fait sur le sexisme. En fait, on joue un groupe de femmes qui justement s'émancipent de ça et le font de manière, assez violente parce que la violence résout tout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a un usage qui peut être totalement, cohérent et concret. Alors évidemment, en fait, c'est pour ça que tu dis non à la base, que évidemment la plupart du temps, c'est genre Donjons et Dragons est en mode, pourquoi mettre du sexisme alors qu'il y a des dragons? Je veux dire, ton réalisme, il n'existe pas, quoi. Il n'a aucun sens d'être là. On peut faire ce qu'on veut globalement et plein d'univers parlent là-dessus. Par exemple, Deadlands, directement dit: «Bon, le racisme, il y en a pas, faites pas trop chier, voilà, l'esclavagisme, tout ça, c'est fini». Voilà, vous pouvez jouer un personnage raciste un peu vieux, mais globalement, dans l'ambiance globale de Deadlands, il y a pas. Faites pas trop chier avec ça. C'est le cas de Ekrim, par exemple, que j'aime beaucoup, qui dit, bah, en fait, on est dans un contexte très logique où il y a un surpeuplement, enfin, il y a trop de personnes, il y a un problème de super j'ai plus le terme, je suis désolé, je commence vraiment à avoir du mal à parler, de surpopulation, il y a un problème de manque de ressources et du coup, ce qui se passe dans les crimes, c'est qu'on dit: «Eh, en fait», je l'ai pas lu ce jeu pour le coup, mais qui dit: «Bah, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que dans les villes où il y a trop de gens et pas assez de ressources et bah, du coup, en fait, si, il y a pas d'homophobie, c'est l'inverse, l'homosexualité est plutôt encouragée parce que ça évite que, on se reproduise et ça limite, du coup, tu vois? C'est très cohérent, quoi, dans l'univers et du coup, en fait, je pense que c'est juste qu'au moment où tu fais ton jeu, bah, tu as un parti pris de soit j'en fais quelque chose, d'être réaliste, comme le jeu indépendant dont je retrouverai le nom et sur la rediffusion sur YouTube ou quoi, j'essaierai de le mettre dans les commentaires parce que c'est très chiant de parler d'un jeu et pas le citer. Soit, tout simplement tu pars du principe que, bah, tu mets ça de côté parce qu'on peut se le permettre aussi de mettre ces sujets-là de côté quand on a envie et typiquement, Escrime le fait énormément alors qu'il parle d'autres sujets sociaux qui sont tout aussi importants, mais ils ont dit: «Ce sujet-là, on s'en fiche». Voilà. J'aime beaucoup, je rebondis sur ça, sur le chat. Désolée, je vous lis pas beaucoup, mais là, je vous lis. J'aime beaucoup, ce que, Rollist, PR a dit: «Il n'y a pas de réalisme dans le jeu de rôle, même dans le JDR historique. Le point de vue orienté vers les joueurs et les joueuses, en revanche, il y a de la cohérence» et c'est vrai, ouais, en fait, c'est pas le fait de blâmer le réalisme, parce qu'en soi, le réalisme, on peut jamais être réellement à 100 réaliste, même avec C'est toute la pour ça qu'on volonté met du des monde. guillemets depuis le début, C'est pour ça qu'on met des guillemets. De toute façon, même dans le texte, je l'ai mis entre guillemets «réalisme» et mais le fait que, ouais, c'est surtout une question de cohérence et que, bah, la cohérence, si on n'a pas envie de la jouer, on la joue pas. Il y a des jeux de rôle où c'est important et que tant que c'est bien fait, c'est cool et d'autres où, pourquoi le faire? Alors qu'il y a d'autres trucs totalement what the fuck dans ce jeu, ou totalement ou 100 fictifs, pardon. Par contre, je vois dans le chat aussi, en titre, peut-être que, jeu de rôle que tu trouvais plus, c'est peut-être Ladies, JDR, c'est pas ça? Ah, je n'ai vraiment là, Ah, je tu trouve plus aucun souvenir? OK, ça marche. Je le demande au cas où, vu que je te voyais dans le chat, au cas où si ça te tu avais une élimination. je Heu, l'ai vu aussi, mais oh pardon, vas-y, non, termine, c'est termine. pas si j'avais fini, Non, pour vous dire là-dessus, je suis d'accord, mais après c'est aussi un défaut de notre part, là, c'est qu'on est rentré dans le vif du sujet sans prendre le temps de définir de quoi on parlait. Parce que oui, le réalisme, enfin, ça c'est un grand mot qu'on aime bien sortir alors que ouais. ça a du sens et cetera. Oui, non, mais je suis d'accord, mais après là, on est parti de ce principe-là, c'est pour ça qu'on a pris le temps de placer des guillemets à chaque fois qu'on parlait de réalisme, parce qu'on sait que c'est pas évidemment vraiment de ça qu'on parle. Parce que, bah, en fait, on n'est pas au-dessus de ça, quoi. Évidemment que le fait que, bah, chaque MJ et chaque joueur, soit lui-même influencé par sa perception du monde et tout simplement, bah, la société, c'est normal. Donc voilà, We live c'est in a juste pour dire, society. «Oh non! C'est pas vrai!» Il est là, il est de Arnaque! retour. Et Mais c'est oui, vrai la malgré tout, enfin société genre de c'est retour. sur ce genre sur ce genre de discussion, c'est malheureusement un truc qui est vrai, c'est que, bah, de toute façon, tous les sujets auxquels on parle, sont liés au fait que nous vivons dans une société, que ces sociétés ont des structures qui nous influencent, qu'on le veuille ou non. OK, du coup, Aitouyami ou Naitarion, lequel des 2 veut Allez, parler? vas-y, Aïtou. OK, je vais pas dire grand-chose. J'allais dire que, bah, vraiment je valide tout ce qu'a dit Grenadine.
À savoir que le réalisme, en fait, c'est intéressant, en fait, c'est-à-dire si on le rend amusant pour moi. Parce que, bah, ça concerne ce que tu as dit Eden, c'est que c'est un jeu de rôle. On parle de jeu de rôle, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser, en fait. Si, parce que sous prétexte et sous couvert du réalisme, en fait, on vient mettre des choses qui, au final, autour de la table, va créer une mauvaise ambiance, je ne vois pas l'intérêt. Ça devient voilà. En fait, ça devient pour moi, ça devient du réalisme superficiel, surtout, voilà, comme, l'a dit dans le chat, c'est qu'un jeu de rôle 100 réaliste, c'est pas possible, en fait. Voilà. Après voilà, si on veut mettre en place le réalisme pour, une réelle raison, ludique derrière, ou que ça raconte quelque chose, enfin, si c'est vraiment une plus-value, là, ça peut être intéressant. Après voilà, l'idée, c'est toujours de se demander: «Est-ce que c'est juste là pour être bête et méchant ou est-ce que Mais il y a derrière, on peut en tirer des choses?» mmh je vais rebondir là-dessus, pour essayer de pousser un peu la question. Il y a déjà 2 façons d'appréhender. Donc il y a déjà dans l'écriture, développement et présentation d'un jeu de rôle en tant que tel. Donc là, c'est pour ça que j'avais montré Lex Occultum qui aborde plusieurs questions de ce genre-là. Bon, il y a de la fantasy, enfin, c'est du fantastique, hein. Il y a des hommes rats dans les égouts de Copenhague, il y a des loups-garous, en plein milieu d'Amsterdam et des orgies, absolument, horribles, en plein milieu de Paris. Mais Ah! ça dépend, du coup, donc ça, c'est l'aspect, création et puis il y a surtout aussi à la table de jeu concrètement. Si la question, le concept par exemple par exemple de misogynie, de sexisme et de racisme, propre à l'univers, on va dire au cadre médiéval, de nouveau, quels sont vos niveaux de recherche, et cetera. Mais surtout, si vous avez un joueur ou si vous avez un ou une MJ qui aime apporter ça à sa sauce à chaque fois, le problème, il vient pas spécialement du jeu en lui-même, mais de l'interprétation que le mec a vis-à-vis de cet univers-là. Et s'il met l'accent dessus, bah, posez-vous la question, et dites donc, MJ, t'as pas un petit souci, toi, avec cette question-là? Parce que à force de nous la ramener à chaque fois, oui, mais non, mais à l'époque, c'était comme ça. D'accord, mais il y a aussi d'autres choses à exploiter, de l'époque sans spécialement, poser tout le temps ces questions-là et notamment pour reparler donc du réalisme en tant que tel, ben, c'est peut pas être réaliste. On peut pas être réaliste dans le fait qu'on joue avec une structure de statistiques développée on parle d'un jeu, même à l'essence même du truc et pas juste en mode genre: «Oui, mais c'est des théories, c'est du fabulationnisme, machin». Non, on est en train de jouer autour de structures statistiques développées, stat block, design, gameplay, et cetera. Le réalisme, il s'arrête déjà là, tu vois? Le réalisme, à moins que tu, te fasses un bond de 700 années dans le passé pour interpréter un personnage et puis tu refais un bond de 700 années dans le futur pour revenir à ton époque moderne, le réalisme, c'est un peu exagéré la manière dont je le présente, mais il est très vite limité. Et jouer avec le réalisme, jouer avec le cadre, ramène de nouveau à la question du coup du moyen critique au catharsis ou du développement et de l'écriture et des recherches que la personne a fait derrière. Et c'est très différent de parler de réalisme quand c'est avec quelqu'un qui est juste sensible à un aspect en mode genre, moi j'en ai marre qu'on ne puisse plus parler de tel truc dans le jeu de rôle parce que c'est devenu pas assez vendeur ou trop politique ou je ne sais pas quoi, un fameux trop politique. Il faut en fait non, la question elle est pas là. La question elle est comment elle est amenée à la table et est-ce qu'il faut blâmer le réalisme dans le JDR? Non, mais oui. Mais non, mais oui. Oui, c'est un peu ça le truc. Donc c'est intéressant quand c'est amené pour amener un cadre, mais pour, de nouveau citer Deadlands que je n'ai pas ici, qui est dans la bibliothèque et dans le salon, hem attends, je lis après. Du coup, donc ouais, c'est très différent de la manière dont c'est présenté, quoi. Eh beh, écoute, si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, mais ouais, c'est bon, du coup, là, je vois déjà que ça fait presque 1 heure qu'on parle, il nous reste une demi-heure et il y a encore 2 Oui, parties à traiter, au secours. Du coup, je vous laisse le choix, les 3 merveilleuses personnes avec qui je suis pour cette oui. table ronde, j'en suis encore fière. Vous préférez parler des antagonistes ou de sa propre écriture en tant que rôliste? Moi, j'ai une préférence pour la 2e. Ouais, je Pour vais les être sage. Ah, je antagonistes? vais éviter de on va faire Naë? ça. Ouais, OK, Ah c'est non, bon, pour moi je la suis, la je la suis. la la partie 3, pardon, la 2e proposition, donc l'écriture en tant que rôliste. Excusez-moi, je me suis OK, mélangé. on est tout bon, OK, on va essayer de parler d'antagonistes, en même temps on parlera de sa propre écriture en tant que rôliste, ça vous va? OK, OK, OK. OK. Alors, du coup, les antagonistes, en fait, je voulais aborder 3 sujets, comme ça je vais citer les 3 et comme ça on va faire un peu un pêle-mêle, sans trop se mélanger. Mais je voulais parler de comment sont représentés et présentés les antagonistes généralement dans l'écriture d'un scénario d'un jeu de rôle.
Est-ce que les «ennemis» entre guillemets sont un reflet? Parce que nous vivons, encore une fois, spoiler, hein, dans une société. C'est surtout On dans le sens dénonce, on on dénonce. dénonce. Mais est-ce que par exemple, ils vont être un reflet de choses que des joueuses peuvent faire, que le scénario est tourné comme ça? Ou est-ce que c'est un reflet de certaines personnes dans le monde réel? Et après j'aurai la phrase pour conclure. Du coup, c'est vraiment la représentation de l'antagoniste, comme on le voit dans l'écriture d'un jeu de rôle, comment il est écrit. Et en fait, quand je parlais de cette question, en fait, comment dire? Je trouve qu'aussi dans les mécaniques, d'écriture des antagonistes quand on écrit un jeu de rôle ou juste un scénario ou une campagne, il y a encore beaucoup des fois de stéréotypes aussi du méchant. Je pense que ça reprend un peu les codes, je pense cinématographiques. Vraiment le méchant, il est très méchant et très, très méchant. C'est des trucs, c'est genre le méchant, bon trigger warning mais il brûle des bébés, tu sais, il fait vraiment les pires trucs et c'est pas après c'est pas toujours le cas, je dis pas le contraire, ou ça va être toujours le truc en mode c'est le grand patron ultra ténébreux, il est habillé tout en noir, il regarde sévère et de toute façon on le sent déjà que c'est le boss final du truc. Heu et je voulais savoir ce que vous en pensez parce que on peut commencer par toi du coup, Grenadine? Alors moi, je le fais juste très rapidement. C'est sur 2 points. Premièrement, même dans le cinéma, c'est quelque chose qui est énormément remis en question. Je veux dire, la plupart des gens en ont marre de voir le mec, qui bute ses hommes, de main parce qu'il est trop dark. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui est globalement remis en question, ces stéréotypes. Mais malgré tout, je pense que les stéréotypes, peuvent être utiles. Des fois, c'est bien de pouvoir dire: «Cette personne-là, c'est la méchante de l'histoire». Ça dépend encore une fois de l'usage, ça dépend encore une fois de ce qu'on utilise comme stéréotype. Mais on a des tropes, en fait, dans la fiction. On a des plus que des stéréotypes, c'est des tropes, heu, puisque les stéréotypes, c'est un trope mal utilisé. Dans le cas de la fiction, après je n'ai pas les détails là-dessus. Je n'ai pas connaissance, détaillée de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, les tropes malgré tout peuvent être utiles, quoi. Le fait qu'il soit habillé en noir et que voilà, il a un air louche, ça peut servir et ça peut permettre de dire directement: «Hey, cette personne-là, vous allez vous en méfier». Ou au contraire, on peut jouer là-dessus pour représenter quelqu'un qui a l'air louche et en fait, ça n'est pas une et cetera et cetera. Enfin bref, tout ça pour dire que, en vrai, c'est un ça dépend en fait de quoi précisément. Je pense qu'il faut préciser, quel type de stéréotype on peut dénoncer ou pas, quoi, aussi. Je, en fait, je rajouterais juste une chose, c'est que, en fait, pour moi, dans l'écriture d'un méchant, d'un antagoniste en tout cas, le plus important, je trouve, hein, pour écrire un bon antagoniste, c'est, de la nuance. Pour moi, c'est vraiment le point clé dans l'écriture d'un antagoniste et du coup, c'est intéressant parce que comme tu disais, Grenadine, on peut en jouer, du coup, de l'aspect, ce que l'antagoniste va représenter, de l'image, en fait, qu'il envoie et après derrière de ce qu'il est réellement. Ça peut être quelque chose sur lequel on peut jouer ou inversement. Après j'avoue, je suis pas un expert en termes de, jeux de rôle du commerce parce que voilà, je suis plus côté, j'aime bien créer mes propres scénarios, donc j'ai pas forcément beaucoup d'exemples, mais c'est vrai qu'en règle générale dans les œuvres de fiction, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui a peut-être tendance à un peu changer, évoluer. Je trouve qu'on a des méchants de plus en plus quand même pas mal, nuancés et c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais bien poser alors du coup une contre-question, contre-question. Vas-y. C'est, plutôt que vraiment de parler, comment sont présentés les antagonistes et cetera, comment est-ce qu'on peut déconstruire le concept d'antagoniste? C'est-à-dire que moi, actuellement, même dans D&D et cetera, je n'ai plus d'antagoniste, en fait. Ouais. Évidemment, l'actuel play que j'ai, il y a un grand antagoniste qui est le comte Stradon Zarovitch. C'est génial. Je suis exactement en train de souligner, l'inverse de ce que j'avance, mais de manière générale, l'antagoniste, j'essaye de ne plus en avoir pour éviter d'avoir des protagonistes, des bons versus mauvais, en disant de ne plus en fait avoir cette espèce de préconception phare où en fait les joueurs vont se dire ok, nous sommes le bien ou oui nous sommes le mal et lui c'est le bon, lui c'est le gentil, c'est le méchant, je vais tuer la gentille et toi tu es le méchant. C'est comment est-ce qu'on pourrait par exemple déconstruire c'est presque quelque chose d'essentiel dans le jeu de rôle, donc je précise bien dans le jeu de rôle, pas uniquement dans les œuvres cinématographiques ou dans les écritures autres. C'est comment est-ce qu'on pourrait amener, par exemple, cette question-là à ne plus devoir présenter un antagoniste, mais plutôt laisser ressentir ou vivre un antagoniste pour que chacun puisse avoir une idée de finalement qui est le mauvais, qui est le bon, qui est le mauvais, on va dire, protagoniste ou antagoniste.
Alors, pour ça, enfin, ça, c'est ma réflexion que j'ai dans ce que j'écris personnellement, c'est que je pars du principe que, il y a pas de gentils, il y a pas de méchants. Pour moi, il y a que des égoïstes et des opportunistes, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, il y a que des personnes qui ont des ambitions, qui ont des envies et selon ce qu'ils vont faire, en fait, ça va faire plus ou moins du tort à ce qu'il y a autour d'eux. Et après, quand tu mets tes joueurs dans cet univers avec, on va dire, ces grands égoïstes, ces grands opportunistes, bah, en fait, c'est eux qui vont se faire leur propre avis. Ils vont décider de qui va l'aider, qui veulent pas aider, qui ils soutiennent et je pense, ouais, je trouve ça plus intéressant, en fait, au final, Mmh. comme ça, de laisser, en fait, au final, les joueurs décider par eux-mêmes de qui ils vont considérer comme antagoniste ou non. Tu es inspiré de quelque chose ou pas pour ce genre d'avis-là? Parce que moi, j'ai eu cette réflexion avec en découvrant une philosophie particulière qui est le shintoïsme, où en fait les volontés la volonté de chacun peut s'affronter ou en tout cas se rencontrer et du coup, en fait, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, il n'y a que des objectifs ou des ambitions ou je sais pas, je veux dire objectif, c'est le mot le plus Mmh. bateau qui reprend l'ensemble des choses, qui fait que le bien, le mal, finalement, dépend de ce que toi tu ressens ou de ce que toi tu cherches et ce que tu désires dans la vie et de ce que ça implique vis-à-vis des autres. Donc peut-être que toi, tu as une référence à me donner à ce Pas niveau-là ou c'est quelque chose que spécialement. Non, c'est juste des discussions que j'ai avec des amis proches Mmh. enfin, cette réflexion, elle vient de la question de savoir si l'être humain est bon ou mauvais à la base et moi, ma réponse à ça, c'est que l'être humain est juste de base égoïste, en fait et qu'après, voilà, on fait des choix et puis Ouais, non, mais c'est vrai et je propose au shintoïsme, c'est vrai que ce principe, entre guillemets, «d'antagoniste», bah, c'est toute autre question du comme tu dis, Naé, de comment déconstruire l'antagoniste pour pas, entre guillemets, «qu'il en ait». C'est vrai que le shintoïsme, bah, souvent les, JDR qui sont inspirés de la culture japonaise, par exemple, je pense à l'Empire des Cerisiers, je pense à Tenga et cetera. Il y a pas d'antagoniste, oui, c'est que des clans avec chacun, sa propre vision, ses propres ambitions et du coup, forcément, se confrontent. Heu c'est vrai que c'est une par exemple, une des façons de déconstruire l'antagoniste, c'est pas forcément créer un méchant très méchant, mais créer des personnes avec des opinions, divergentes et ça, je et trouve que c'est apporte ça qui est plus intéressant dans par exemple, dans l'écriture d'un scénario ou d'un jeu de mmh rôle en général. Ça apporte plus de nuances et plus d'intérêt Ouais, aussi sur l'œuvre globale que de dire, «Ah mais oui, l'Empire c'est les mauvais» ou «Ah mais non, mais les rebelles c'est les bons», pour parler vraiment des grandes discussions autour de ouais. Star Wars. «Oui mais eux ils sont bons, oui mais ils apportent la loi, oui mais enfin, oui mais le héros la représentation du héros dans le film, on dit que c'est un méchant et que lui en fait c'est un gentil». Et qui en fait, c'est le fait de base de dire: «Oui, il y a différentes réalités qui sont certes, selon la conception, la sensibilité». Ouh, ça y est, nouveau mot trigger, sensibilité, de chacun fait que, peut apporter en termes de jeu beaucoup plus d'intérêt, qui n'est pas le cas vis-à-vis d'un film où on a besoin d'une idée claire. Et je vois que quelqu'un parlait, c'est KO qui disait: «Oui, mais l'émotionnel peut avoir un impact». Oui, si le but du scénario est d'y arriver et d'atteindre cet objectif-là. Mais quand vous écrivez un jeu de rôle, quand vous développez un jeu de rôle, vous n'écrivez pas une fiction, vous écrivez un jeu de rôle qui n'est pas la même chose qu'un film, qui n'est pas la même chose qu'un scénario et du coup, c'est l'important que le matériau interne puisse dire: «OK, vous pouvez l'amener pour que ce soit beaucoup plus émotionnel derrière». Et ça, c'est finalement le rôle du MJ ou des tables qui n'ont pas de MJ d'apporter cette nuance-là. Mais si dans le matériel là, c'est un truc que j'ai discuté énormément avec Fanny, avec, Nathalie et d'autres personnes dans le milieu du jeu vidéo, où en fait le design, le gameplay à la base d'un jeu vidéo et je vais essayer de faire le lien avec le jeu de rôle, est tout aussi important que la manière dont les gens l'interprètent et le développent derrière. C'est-à-dire que si de base, ton objectif est de buter des créatures pour récupérer des points d'expérience et du loot, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens qui jouent derrière aient une mentalité de oui, mais il faut nuancer. C'est très important de le penser déjà à l'avance pour laisser la place à ces tribus d'exister, de coexister, d'avoir des volontés différentes, de se rencontrer, de s'affronter si nécessaire, etc. etc. Et ça, moi en tout cas, c'est une des premières réflexions que j'ai sur la déconstruction de l'antagoniste, c'est d'éviter de dire ok, ça c'est les bons, ça c'est les mauvais. Et si finalement le MJ à côté de moi ou la MJ à côté de moi a envie de le faire, ils ok. Et on le fait, on le continue comme ça. Il y a pas, c'est très important aussi. Je suis désolé, je te laisse la parole dans 2 secondes, Non, t'inquiète, Grenadine. t'inquiète, t'inquiète. C'est très important que tout ce qui est dit, même si c'est nous qui en parlons, on n'a pas la vérité ultime. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On nous a demandé de parler de certains sujets. C'est important que même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne veut pas dire que votre avis n'est pas cohérent pour autant ou que vous n'êtes pas légitime à ressentir les choses différemment. Donc,
Plus de nuances, pour moi, une première façon de déconstruire l'antagoniste, c'est d'éviter de dire: «Eux, ils sont bons, eux, ils sont mauvais. Ils ont peut-être fait les mauvais choix, mais ils essayent de se rattraper». Du coup, déjà, il y a une petite nuance à exploiter autour de la table de jeu et là-dessus, je lance la balle à Grenadine. Alors moi, je rebondis juste rapidement, j'ai rien apporté de quelque chose de juste pertinent, c'est juste peut-être donner un conseil si vous créez. C'est regarder vraiment pour le coup, je trouve l'exemple du jeu vidéo très pertinent parce que moi, c'est un problème que j'ai à l'heure actuelle avec le jeu vidéo, où la majorité des productions, consistent à tuer des trucs. Et après ils essaient de te faire des dilemmes moraux, et je pense notamment à The Last of Us que j'ai détesté à cause de ça, parce que tout le jeu tu le passes à tuer des gens et à la fin ils font: «Oh là là, il se passe quelque chose de» j'ai envie de spoil donc je resterai vague. «Il se passe quelque chose d'incroyable» et du coup, oh là là, dilemme moral est en mode: «Je viens de tuer je sais pas combien de personnes juste avant. Alors OK, c'était désinfecté, mais je viens de décimer je sais pas combien de personnes, donc j'en ai pas grand chose à faire». Il y a même problème je crois que le reboot de Tomb Raider, enfin bref, c'est quelque chose qui est très commun en fait dans le jeu vidéo, parce que c'est quelque chose qu'ils arrivent pas à faire, de créer des gameplays qui consistent pas à tuer des trucs. Et je pense en fait c'est très bien de regarder ce genre de jeu où en fait on voit une décision et même par exemple un jeu qui réussit, je pense à BioShock, où l'auteur même de BioShock, son réalisateur a du mal, avec la fin qui est très manichéenne, hein, parce que la fin de BioShock c'est vraiment oui, non. C'est quelque chose qu'il voulait pas faire à la base, il voulait quelque chose de plus nuancé et en fait, bon, bah, il a été pressé par les studios et cetera, ça a donné ça. Et même tu vois dans un jeu réussi comme BioShock, bah, en fait on peut se retrouver des fois avec un truc manichéen de, bah, en fait la bonne solution c'était ça. Et c'est vrai que je pense, s'en inspirer pour quand nous on écrit de voir ces œuvres-là qui ont tenté, qui ont pas forcément réussi ou qui ont plus ou moins réussi, c'est une très bonne base de voir, mais en fait j'ai pas envie de produire ça avec mon jeu, quoi. Mmh. Prends la balle. Avant, je voulais juste savoir si Aitoyami veut dire quelque chose? Ou si pour l'instant ça va? Non, c'est bon, ça va. OK, parce que je suis en train de lire le chat, il y avait, ouais, c'était ça, mais en plus c'est la dernière. C'est après oui, ça dépend des jeux de rôle et des joueuses. Par exemple, si on joue du heroic fantasy, c'est pour jouer généralement des héros qui sauvent le monde, donc forcément, il y a toujours ce concept de gentil méchant et par exemple, si je joue du cyberpunk, ça sera plus incarner des personnages nuancés qui essayent juste de survivre à un monde difficile. Alors c'est Cyril Round qui a dit ça, donc pour rebondir un peu, en fait, je l'ai entre guillemets vu trop, lu trop vite, mais du coup, je vais quand même en parler. C'est sûr que oui, après ça dépend forcément du jeu auquel on joue. C'est vrai que, par exemple, dans l'heroic fantasy, si on veut être des grands héros du jeu, forcément, il y a un grand méchant et nous, on est un peu les bons et les sauveurs. Mais ce qui est aussi très cool pour avoir fait de l'heroic fantasy aussi, pour avoir commencé le jeu de rôle avec ça, c'est que ce que j'aime encore plus, c'est quand c'est ultra aussi nuancé, ce genre de méchant. Par exemple, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue. Alors c'est pas un jeu de rôle qui est sorti parce que c'est le jeu de rôle de mon copain. Qui n'a pas édité, qu'il a intérêt d'éditer d'ailleurs. Il me regarde pas en live là parce qu'il est avec la famille, mais si on regarde le replay, sors ton jeu, merde. Et en fait, c'est du Medieval Fantasy, c'est du l'Heroic Fantasy et nous, on est un peu les mercenaires, de base avec chacun notre lore et tout et au fur et à mesure, on doit sauver le monde d'un grand méchant qui s'appelle Van Edric dans son jeu de rôle. Et le truc, c'est que c'était ultra nuancé parce que c'était vraiment le méchant très, très méchant, hein. Il faisait des trucs très, très méchants. Il a tué le prince qui était un peu le gentil de l'histoire parce que c'était celui qui était prêt à se battre pour le peuple. Il a détruit des villes, il voulait, amener le chaos dans le monde, il voulait, purifier en fait et tuer strictement tout le monde pour refaire le monde. Donc vraiment des concepts très, très, de méchants, très, très méchants. Mais derrière, il y avait une nuance parce qu'en fait, du coup, nos persos ont été poussés à faire des choix, à faire des actes qui à la fin, avant le combat entre guillemets «final», reposer sur des questions en mode: «Bah, en quoi je suis pire que vous? Vous aussi vous avez fait ça?» vous et en fait, c'est vraiment des un peu tu sais après c'est un peu mindfuck et tout, mais c'est dans le truc, c'est OK, c'est Heroic Fantasy. Oui, à la fin, nous avons terminé tous et toutes en héros, mais à quel prix? C'était vraiment une sorte de victoire amère, même si à la fin on était des héros et en fait, on peut faire les 2. On peut aussi bien faire, par exemple, le méchant qui ferait vraiment un caractère du méchant très, très méchant, mais derrière il a un fond, en fait, c'est juste qu'il commet qui comment dire? Il agit de façon très maladroite, au point où ça peut donner des extrêmes, comme, ce fameux antagoniste qu'on a eu et nous pareil, on se fait passer pour les bons, mais qu'est-ce qu'on a fait aussi, nous, de notre côté? Tiens, j'en ai des la balle. Je voulais juste dire qu'il y a un jeu qui repose là-dessus essentiellement. C'est un jeu de rôle, sans manière de jeu qui s'appelle Les Sauveurs et qui est, excellent pour le coup, parce que c'est tout Oh! le Je en vais fait, regarder. le cadre, dans lequel, en fait, à chaque fois, à chaque partie, on est à la fin, on vient de battre le grand méchant et en fait, on remarque qu'il agit peut-être pas pour, de mauvaises raisons, peut-être qu'il fait mal, mais pour de bonnes raisons et bref. Du coup, vraiment, je recommande Les Sauveurs parce que c'était ma première expérience de jeu, indépendant alternatif et vraiment, je le trouve très chouette. Et après moi j'ai envie de rebondir un peu là-dessus, c'est parce qu'en fait là où notre conversation est un peu compliquée je trouve, c'est qu'on parle de plusieurs niveaux. On parle d'écrire un jeu de rôle, on parle des scénarios,
On parle en fait de choses bien distinctes où effectivement l'écriture et surtout la question de l'antagoniste est très différente. Mais je pense que malgré tout, pour relier un dernier petit truc et après je laisse la main à quiconque peut parler, c'est que ça peut être très intéressant, peu importe à quel niveau, genre l'écriture du scénario ou du jeu de rôle ou d'une session, peu importe. C'est d'avoir, la théorie atomistique en jeu de rôle en tête, qui est celle qui considère que le jeu de rôle, en fait, c'est plusieurs atomes et qu'il y a toujours les 4 atomes qui est social, heu, moral, tactique et j'ai oublié le dernier, je suis désolé, mais qui concrètement sont, 4 composantes principales, du jeu de rôle et que, en fait, il y en a plus ou moins selon le jeu, selon le scénario, selon et cetera et donc il y a plusieurs niveaux. Et typiquement, ce que ça me fait penser, c'est que, visiblement, le jeu de ton copain serait un jeu dans lequel, bah, voilà, on a quelque chose de très classique, mais on a, en fait, une grosse question morale et donc du coup, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est la question morale qu'il y a derrière, l'antagoniste. Mais c'est vrai que, je sais pas, en fait, où je vais avec cette idée, je viens de le réaliser, mais ça, c'était juste pour déjà parler un peu de la théorie atomistique, parce que je trouve ça toujours très intéressant dans le jeu de rôle et surtout que, en fait, je sais pas, ça m'a vraiment paru, évident qu'en fait, là, on était juste sur une question de morale, de ce qu'est l'antagoniste et cetera. Mais pour certains, en fait, c'est surtout un aspect qui peut être plus ludique, plus tactique de juste: «Ah bah, en fait, c'est quelqu'un qu'on va devoir surmonter» et cetera et heu et après, je n'ai pas de réponse à apporter à tout ça, quoi. Je Non, donne juste des mais éléments. c'est vrai que là, tu soulèves un point aussi parce que c'est vrai qu'on est parti sur un truc très moral et assez philosophique. Mais c'est vrai que, bah, du jeu de rôle, ça reste quelque chose de ludique. Donc oui, des fois, l'antagoniste peut être assez, on va dire, cliché. Mais c'est parce qu'en fait, c'est côté ludique, c'est on est dans un point A, il faut aller vers un point B et l'objectif, c'est de vaincre ce truc. Et en fait, en fait, on peut aborder l'antagonisme, mais vraiment dans un sens beaucoup plus large. Je vais pas dire antagoniste, mais plus objectif. Dans un jeu de rôle, il y a un objectif. Des fois, c'est un méchant, du coup, un antagoniste, mais ça peut être totalement autre chose. Il y a des jeux de rôle sur le voyage, il y a des jeux de rôle d'enquête où il y a pas forcément de méchant ou de truc à la fin. C'est résoudre, je sais pas, trouver un trésor. Donc il y a 0 méchant forcément, c'est juste trouver un trésor, dans des jeux de rôle de voyage, je pense à Wonder Home, c'est énormément sur, la quête de soi, le voyage, l'évasion et cetera. Bref, j'adore Wonder Home. Mais, voilà, il y a pas d'antagoniste du tout dans ce jeu, ça s'y apprête strictement pas du tout. Mmh. Je pense aussi à un jeu niveau antagoniste et on parlait du fait, aussi de déconstruire qu'il y ait pas du tout d'antagoniste. J'ai testé un jeu, je sais pas si je peux en parler, du coup, genre, je parlerai pas de l'autorise derrière ou du jeu final, mais en fait, c'est un jeu où on incarne littéralement une société et en fait, il y a le peuple, la police, l'État, les journalistes, et après des figures fortes comme un président et cetera et en fait, c'est jouer en communauté. On dit pas qui sont les gentils et qui sont les méchants, c'est nous qui formons tout le truc et après, en fait, on en découle une histoire qui, est ultra intéressante. Moi, je me rappelle ma partie, était beaucoup trop bien. Et c'est une façon, par exemple, aussi de faire, on incarne tout c'est un jeu de rôle sans meneur, de jeu. C'est, des façons aussi de concevoir, entre guillemets, «des objectifs ludiques», sans dire qu'il y a un méchant précis et c'est tel méchant comme tel cliché. C'est vraiment, ça peut être n'importe qui et c'est un truc que je kiffe. Est-ce que vous voulez parce qu'on a encore un peu de temps, du coup, d'aborder la dernière partie, donc est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour celle-là? Juste un truc qu'on Vas-y. pourrait rajouter à chaque fois, je le dirai, je le redirai, autant de fois qu'il est nécessaire, tout dépend de tout, en fait. Ouais. Il y a pas de vérité ultime, que ce soit la question de Mmh. l'écriture, des antagonistes, oui, non. Parce qu'il y en a qui disaient: «Oui, mais j'aime bien avoir un grand méchant à détester, ça me donne». Oui, OK, OK. Il y a pas, à aucun moment on dit que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est juste ça. Je préfère apporter cette réflexion régulièrement aux gens. Ne l'oubliez pas, il y a pas de vérité ultime. Tout dépend de la table, du jeu, de la manière dont c'est amené, du MJ ou du non MJ si vous jouez sans. Rappelez et on peut passer à la suite. Ouais et du coup, je rebondis vite fait à ce que tu dis. Justement, la table ronde, elle prouve totalement que, il y a plein de façons de faire. C'est juste, entre guillemets, pour parler de l'autre dans l'écriture d'un jeu de rôle, vraiment cette table ronde. Mais ça montre que du coup, il y a vraiment, c'est OK, en fait, de jouer de toutes les façons qu'on veut. C'est juste, entre guillemets, en mode prévention quand il y a des choses vraiment graves qui se passent autour d'une table et aussi pour juste parler de tout ce qui peut exister et que c'est vachement cool, quoi. Du coup, la dernière partie, c'est sa propre écriture en tant que rôliste, parce que mine de rien, il y a l'œuvre, il y a le jeu de rôle qui sort, l'œuvre ludique et l'œuvre même littéraire pour certains jeux où c'est littéralement des romans. Mais il y a aussi nous, qu'est-ce qu'on écrit après en tant que rôliste et je voulais aborder les sujets du coup de la création de personnages, parce que mine de rien, ça c'est un gros morceau.
Et je voulais parler aussi des jeux de rôle sans maître du jeu et on pourra terminer sur, la dernière question et je pense qu'on va conclure sur ça. Je pense que ça sera un bon petit point pour finir. Parce que c'est vrai que, comment dire? Quand je parlais de sa propre écriture en tant que rôliste, c'est, clairement quand on fait du jeu de rôle, on crée une histoire tous ensemble. Parce que j'ai mis par exemple en deuxième partie les jeux de rôle sans MJ, mais on peut même élargir dans toutes les façons d'écrire des jeux, toute façon de faire du jeu de rôle. On crée quelque chose nous aussi. En fait, l'œuvre ludique sert uniquement à nous créer notre histoire à nous. Généralement, en plus, comment on définit le jeu de rôle, quand on demande à quelqu'un de définir un jeu de rôle en quelques mots, généralement on dit, bah, c'est une histoire qu'on crée tous ensemble, c'est comme le cinéma, le maître du jeu ou la maîtresse du jeu, c'est un peu, le réalisateur et les joueuses, pardon, c'est, bah, ceux qui font avancer l'histoire et donc finalement, on écrit beaucoup dans le jeu de rôle et comment on le fait? Du coup, pour la création de personnages ou tout simplement dans l'écriture de comment créer l'histoire, est-ce que vous voulez dire des choses dessus? Je reprends directement? Tu peux reprendre directement si tu as Ça va. envie, vas-y. Aito, ça te va? Oui, oui, vas-y. Oui, il me saoule. Oh, il me saoule. OK. Non. OK, Ouais, c'est pas de bientôt souci. fini là, Allez, c'est bon. bonne soirée. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Non, c'est plus, pour moi, je crois que c'est vraiment le plus important, en tout cas dans mon approche à moi du jeu, que ce soit bon, je reste beaucoup sur du mainstream parce que finalement, c'est, le pli que j'ai pris, c'est de prendre le mainstream pour pouvoir aborder la question et à intéresser les gens à plus de jeux de rôle facilement. Ce qui sera peut-être, plus, tout ce qui est indé et cetera, faudra vraiment vous renseigner vers d'autres personnes. Mais l'écriture de personnages, pour moi, c'est 40, voilà, c'est la moitié, en fait, du travail. C'est littéralement la moitié du travail. J'ai fait une OPSP qui n'est pas encore sortie avec Wizard of the Coast, qui va pas tarder à arriver, sur la chaîne et je crois que l'écriture et le développement du personnage, toute l'histoire ne tient que là-dessus, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, de mon point de vue, la création ou le développement, que ce soit vous ou que ce soit votre MJ ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait pour vous, ça apporte vraiment la base, ce que j'appelle le concept de conflit. Conflit avec le jeu, conflit, c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, le concept d'interaction avec le jeu, le monde, les gens et cetera, se base principalement sur la manière dont votre personnage réagit avec cet univers, que ce soit vis-à-vis des autres joueurs, vis-à-vis de la narration et cetera. Enfin, voilà, je vous évite toutes les explications et en fait, la création de personnages, pour moi, ne doit absolument pas, à aucun moment, être bâclée. En mode: «J'ai pas le temps, j'ai que 20 minutes, on fait un perso». Parce que c'est pas juste une fiche de personnage, c'est pas juste des statistiques, c'est beaucoup plus que ça. C'est la manière dont vous allez vous lancer dans ce monde-là. Je vais juste le dire comme ça, mais voilà. Pour moi, la création de personnages, je préfère prendre plus de temps pour écrire et développer un personnage que, pour, écrire un scénario. Si je peux rebondir vite fait là-dessus, c'est vrai que l'écriture d'un personnage, moi personnellement dans le jeu de rôle, c'est limite ce que je préfère faire et ça prend énormément de temps parce que c'est ça qui construit notre perso, bah, le perso qu'on crée et aussi les relations qu'on va avoir autour et du coup pour revenir sur, le fait de l'autre dans l'écriture d'un jeu de rôle, le fait comment on va définir notre personnage et sa vision qu'il peut avoir sur les autres, je sais pas, par exemple, souvent on met un trait de caractère, très sociable, associable, des choses comme ça. Bah, rien que ça, c'est déjà avoir, le regard de l'autre dans notre écriture ou même, il y en a certains, ils aiment bien écrire des histoires sombres sur un personnage. Par exemple, il a vécu tel mauvais truc avec tel personnage ou, le personnage est un peu limite, par exemple, il est raciste. Ça arrive des fois de vouloir essayer de jouer sur ces codes-là pour après les déconstruire ou tout simplement, bon, il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres usages de ce genre de trucs, enfin bref. Mais, rien que ça donne déjà, comment on écrit notre perso, c'est déjà, entre guillemets, du coup, le définir pour les autres, donc comment les autres vont percevoir notre perso et aussi nous, comment on l'a construit, comment notre perso, on va réfléchir à comment il peut interagir avec les autres et c'est ultra intéressant parce que c'est interaction avant tout et je passe tout de suite la parole, Naï, parce que je voulais finir sur un truc. Oui, j'aime beaucoup les jeux de rôle. Ça se fait beaucoup sur les jeux de rôle sans maître du jeu, j'ai l'impression, mais souvent maintenant même souvent, tous les jeux de rôle sans maître du jeu proposent en fait, une fois qu'on a créé notre perso, qu'on fasse un tour de table en posant des questions aux autres, pour justement créer les liens et ça, c'est aussi une façon d'écriture, d nous en tant que rôlistes, en tant que personnes qui jouent, que je trouve ultra intéressante par rapport à comment on va regarder l'autre parce qu'on va lui poser des questions, on va réfléchir, on va nouer des liens comme ça avec l'autre et je trouve ça extraordinaire et tiens, Naï, je te repasse la balle. Bon, t'inquiète, t'inquiète, je la fais en train parce que je vois, elle disait: «Oui, mais peut-on créer son perso au fur et à mesure de l'histoire?» Mais en fait, l'écriture ne s'arrête jamais, les gens.
Ouais. L'écriture de votre personnage, elle s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est important de le mettre en avant et de le préparer correctement. De le discuter avec, votre MJ ou de votre table de jeu si vous avez pas de MJ. Parce que l'écriture de votre perso, elle évolue non-stop. C'est pas juste: «Oh j'ai des pré je suis un personnage, je sais pas moi, je suis espiègle et j'aime faire des vannes», que ça c'est pour autant qu'il doit rester gravé dans la roche, hein, pendant les 50 prochaines sessions. Si vous faites 50 sessions, je vous le souhaite. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre dans quel cadre ce que moi j'aborde, il faut aussi le nuancer, mais je ne vais pas le dire à chaque fois. C'est évidemment, vous écrivez votre personnage, vous avez votre stat block, vous avez votre fiche, vous avez tout ce qu'il faut nécessaire. Votre personnage continue d'écrire et d'être écrit au fur et à mesure que l'histoire évolue. Et ça, c'est important aussi. Et c'est quasiment ça le plus important finalement. Le scénario ne fait qu'influencer. Vous ne faites qu'apporter des nuances, des couleurs, des pigments sur la peinture de base de votre personnage pour petit à petit l'agrandir et le développer et en faire quelque chose de différent sur le long terme. Ce n'est qu'évidemment mon point de vue à moi, mais je préfère vous le rappeler que l'écriture, c'est pas juste en amont, ça se fait avant, pendant et après la session de jeu. Ça se fait sur le long terme et c'est ça qui fait l'évolution d'un personnage et qui fait son écriture. Et le jour où vous arrêtez de jouer ce personnage, là, vous pouvez regarder en arrière et dire, OK, quelle est l'écriture que j'ai fait jusqu'à maintenant? Il est passé par telle phase, il a développé tel truc et en fait, il a vécu ça et du coup, ça a changé. Et puis, je me suis ressenti différemment dans ce perso parce que voilà, c'est important de comprendre que l'écriture ne s'arrête pas juste à prenez votre fiche et maintenant jouez. Alors Beh, c'est vas-y, très vas-y. drôle parce que, c'était tout mon concept de, histoire d'un perso, il fut un temps, enfin drôle de perso pour moi. Histoire d'un perso étant le concept d'un ami. Mais oui, effectivement, j'essaie d'attendre que le personnage soit fini pour pouvoir en parler et j'ai plein de choses à dire là-dessus parce qu'en vrai déjà, oui, le fait que le personnage, s'écrit en fait au fur et à mesure des sessions et c'est tout à fait normal. Enfin, genre moi je sais que par exemple ce que j'aime faire pour l'écriture des personnages, c'est que quand je commence, je sais que son concept enfin moi je suis quelqu'un qui fonctionne énormément par concept pour les personnages, genre je suis en mode, tiens j'ai envie de ce concept-là, j'ai envie de le prendre, j'adore pousser le truc au paroxysme, donc au point où ça devient quelque chose de très atypique alors que je prends un truc basique à la base et en fait, je pars avec ça et je regarde en fait, j'ai 2-3 premières sessions où je tatillonne et je vois comment je réagis au truc en mode: «Ah oui, avec ce concept-là, comment je réagis par rapport à telle information, par rapport à telle réaction?» et cetera et après, en fait, ça me donne vraiment la lignée de comment, OK, comment je conçois mon personnage sur concrètement en tant que personne et après il va évoluer au fur et à mesure des événements qui va lui arriver. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, c'est une façon de faire, après chacun fait comme il veut. On est en jeu de rôle, on est quand même assez libre. D'ailleurs, mais on parle beaucoup de personnages qui sont à nous. Alors après dans le sujet de l'autre, moi pour le coup, c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai toujours joué des personnages, où comme c'est des concepts, qui m'amusent, j'aime bien aller chercher des trucs qui sont très éloignés de moi pour essayer de pas d'expérimenter et tout simplement essayer de vivre ça. Moi typiquement, je sais qu'actuellement j'ai fait une campagne où je joue un personnage qui a un trouble dissociatif de l'identité, un TDI. J'ai passé, bon déjà des heures à me renseigner parce qu'encore une fois, quand on se renseigne pas, on n'a pas le droit à la parole. Donc j'ai passé des heures à me renseigner auprès de concernés de comment ça marche réellement un TDI pour pas faire un cliché nul, de la fiction qui en fait juste: «Ah ah, cette personne est folle», alors que c'est pas le cas. Mais du coup, en fait, y a je moi, c'est un de mes personnages préférés à l'heure actuelle parce que, heu, il y a ce côté pour moi déjà d'avoir, quelque chose, à jouer et quelque chose à expérimenter de pour le coup qui est autre, de la même manière que j'ai déjà joué un personnage trans. Pour le coup, là, c'est moi qui est concerné. Parce que tout simplement ça donne des vécus et ça après c'est pas ce qui définit totalement le personnage en soi, hein, le personnage est autre chose que ça. C'est aussi quelque chose qui est important, c'est que même si tu as un concept, ton personnage sera tout autre chose et c'est notamment ses réactions, qui pour moi le définissent le plus et j'aimerais juste finir sur un point, c'est qu'on parle beaucoup des personnages à nous, mais quand on est MJ, je trouve que les PNJ sont tout aussi importants à souligner et je passe moi énormément de temps quand je suis MJ en fait à en fait j'ai vraiment des documents personnages ou même si ça sert à rien, le moindre petit vendeur et cetera, bon après c'est moi j'adore ça, je leur crée un background, je leur trait j'ai une table aléatoire de traits de tiens, physiquement il peut avoir tel trait, tel truc, un petit point un peu social et puis voilà quoi et ça généralement en fait ça fait la différence parce que c'est ce que j'ai appliqué sur les crimes et j'ai remarqué dans ma campagne des crimes que mes personnages fonctionnent beaucoup mieux, depuis que je fais ça que sur mes précédentes campagnes. Oui, Ah, c'est ce que je me disais et du coup, je vais laisser la parole à Aïtou Yami et après on va conclure. OK, je vais essayer de faire court, Ouais, dommage. vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y. En gros, Vas-y à j'allais ton dire aise, hein. que, ouais, globalement, enfin, j'entends tout ce que vous dites, mais je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que je fais partie des personnes qui adorent passer beaucoup de temps sur la création de personnages, mais je sais qu'il y a des joueurs pour qui la phase de création de personnages, c'est limite un traumatisme. Parce que je pense par exemple aux nouveaux joueurs de jeux de rôle qui découvrent.
On va leur poser une fiche de personnage avec des statistiques, avec plein de choses à remplir. On va leur donner un background qu'ils vont devoir essayer de s'approprier pour après essayer d'écrire une histoire et je sais que ça peut être quelque chose d'assez compliqué. C'est pas forcément évident pour tout le monde de se poser et écrire un personnage. Je rajoute ainsi un petit peu sur ce qui a été dit sur le chat, avec l'idée de, créer un personnage pendant la partie, de prendre un prêt tiré et essayer de se l'approprier. Enfin voilà, je pense que, c'est une idée à nuancer. Créer le personnage avant, c'est bien, c'est intéressant parce qu'on peut commencer à mettre en place des choses qui vont servir pendant la partie. On peut essayer de raconter des choses avec, mais je pense pas que ce soit non plus une loi absolue. Je trouve que des fois, pendant la partie, juste venir avec un petit concept et sur le tas, jouer un peu son personnage entre guillemets «au feeling» et lui donner une direction au fur et à mesure de la partie et de ce qu'on rencontre, ça peut aussi être quelque chose de très intéressant. Et moi personnellement, enfin actuellement dans les jeux de rôle que j'écris, je fais un enfin il y a un jeu de rôle que j'écris en ce moment où le par rapport à ça, où je parce qu'en fait j'ai des joueurs, je sais que créer de la création de personnages, c'est compliqué pour eux. Du coup, ce que j'ai mis en place, c'est un système, enfin, en gros, les personnages ils sont amnésiques. C'est-à-dire qu'ils commencent ils commencent l'histoire, ils ne savent pas qui ils sont. Et l'idée, c'est qu'il y a tout un système, en gros, où pendant la partie, quand ils le veulent, ils peuvent débloquer des souvenirs. Et quand ils débloquent un souvenir, ça leur débloque un pouvoir. Ce qui fait qu'en fait, pendant la partie, s'ils ont des idées, ils ont ces petites mécaniques qui leur permettent de rajouter du lore à leur personnage. En même temps, ça leur donne un petit pouvoir sympa. Puis voilà, on avance comme ça. Du coup, voilà, je voulais juste un peu nuancer cette idée-là, Non, parce que je pense que mais c'est parfait, mais je te remercie d'ailleurs d'avoir nuancé. Du coup, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 27. On vous remercie d'avoir toutes et tous d'avoir été là pour cette table ronde. Du coup, la cybercomp n'est pas encore terminée. N'oubliez pas qu'il y a un bundle, en route et qu'il faut, y aller. Il y a beaucoup de bons petits jeux de rôle. Il y a si je dis pas de conneries, il y a un jeu en plus à Aitoyami, il y a aussi un petit jeu à moi. Du coup, hésitez pas, c'est de qualité. Il y a que des bons autorise dedans. Franchement, foncez. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a que des très bons jeux. Je remercie encore beaucoup aux 3 intervenants, intervenantes qui sont venus parce que vraiment, déjà, je les aime très fort et en plus, ils ont été extraordinaires. Du coup, vous pouvez retrouver alors moi, personnellement, vous pouvez me retrouver, du coup, généralement sur Twitter, mais on mettra les liens. Je pense que la cybercomp va mettre nos liens. Moi, j'ai un Linktree avec tout, mais sur Twitter, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez de toute façon tous les 4 nous retrouver sur Twitter. Je vous laisse vous donner vos liens, les autres. OK, suivre si vous avez envie de suivre. Moi, c'est Nighterion, voilà. Sur, Sur Twitch, très bon, sur très Twitch. très belle Ah, bah, streameuse. des ambiances folles sur Twitch. Sinon, ouais, c'est YouTube, Twitter, Twitch, c'est vraiment les 3. Bientôt sur TikTok, mais ça, c'est El famoso TikTok. ah, écoute, c'est très drôle, il y a des chouettes trucs à faire sur TikTok en Ben, jeu de rôle. vraiment de ouf, c'est une très bonne plateforme en vrai pour créer. Il faut juste bien l'exploiter, il faut juste trouver, le public pour. Du coup, Allez, on parle de mes Aitoyami lives disco là, je vois qu'il y en a 2 qui s'en souviennent. Bon bref, allez. Aitoyami, est-ce que tu as des heu, choses à partager? ouais, bah, enfin, globalement, moi, si vous voulez me suivre, c'est sur Twitter. Bah, de temps en temps, je me réveille et je raconte un peu des bêtises, enfin, je partage des réflexions, voilà, ça me prend de temps en temps. Sinon, c'est sur itch.io, il y a bah, je mets mes jeux. Normalement, il y a des jeux qui vont arriver bientôt, des petits jeux. Bah, par exemple, le jeu dont je parlais juste avant, c'est quelque chose que j'avais soumis pour un petit GDR. Je suis en train de retravailler dessus. Voilà, globalement, j'ai une chaîne YouTube aussi qui dort un peu, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver dessus bientôt. Nickel. Et Grenadine? Un petit truc à partager? Oui, j'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle Grenadine 101 et sinon je suis principalement sur Twitter, même si je suis pas beaucoup en ce moment. Voilà. Suivez Grenadine, excusez-moi, Suivez-la j'avais besoin de Suivez le dire. maintenant. Nighterion! Mais vous le savez pas, les gens le savent pas, mais vous savez que c'est, la personne qui qui m'a découvert, c'est elle, hein. Vous le savez pas parce que les gens pensent que oui, machin, et cetera. La première personne qui m'a découvert, c'est elle. Donc Let's suivez go. cette, incroyable, personne sur Twitter, pas dans la rue, hein, évidemment, mais Ah voilà. non, non, c'est pas cool par contre. Non, non. Voilà, merci Moclo, il l'a fait, it's creepy. Non, franchement, gros respect, big up, donc voilà, n'hésitez pas. Eden aussi, très important. Excusez-moi, je vais prendre, Tout et à fait. Aito, je le découvre seulement maintenant au moment où est-ce qu'on nous a mis ensemble. Donc en vrai, je veux bien que tu m'envoies ton itch.io après alors,
si ça te dérange pas. Non, pas de souci. J'ai pas grand-chose dessus, mais C'est pas de souci. pas, du coup, voilà. Donc, bonne cyberconf à toutes et à tous et puis, à très bientôt. On vous envoie plein de love. Mmh. Par tout le monde.